un coucou à YouTube parce qu'à ce moment-là, je saurais qu'il faudrait que je cut la vidéo et que le podcast démarre sur YouTube. Ok, Mickaël, je suis ravi de t'avoir ce soir. Pareil, faites-moi un Moi petit aussi. retour avant de démarrer dans le son. Ouais. Voilà, je peux monter un peu le son, effectivement. Tac, Mickaël a disparu. Ok, on règle un peu le son. C'est les petits réglages du démarrage, on connaît. Alors, on va attendre gentiment que Mickaël remette sa caméra. Je suis là. Ah oui, la caméra est partie. Ah ouais. Ouais. Euh, Et Et voilà de là? retour. Impeccable. Oh, Impeccable. ok, impec. Super. Bon, dites-moi au niveau du son. Voilà, normalement, les petits réglages sont faits. J'attends votre retour. Et puis, on va démarrer. Bah, écoute, je te propose de te présenter tout d'abord. Et puis après, on évoluera sur différents sujets. Ok. Donc bah moi, Samity Dog, donc Michael Kemener, hein, j'ai créé ça il y a à peu près 8 ans, donc en 2012. Donc avant, j'ai fait plusieurs métiers dans le chien. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis là-dedans. J'ai démarré par de la sécurité. J'ai travaillé un peu dans le métro en sécurité. J'ai fait de la détection d'explosifs aussi en maître chien. Pour finir, pour monter justement ma société. Voilà, tout simplement. Ok, ça marche. Voilà. Donc, Samity Dog aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'éducation, de la rééducation? Ouais, Euh, c'est devenu principalement de la rééducation, pour être honnête avec toi. Parce que moi, je bosse un peu avec la fourrière et de la pension. Voilà. Je me suis D'accord. mis en partenariat, si tu veux, à Tremblay en France. Donc, c'est avec une société Hygiène Action, la pension Jojo, ça s'appelle. Donc, je me suis mis en partenariat avec eux parce qu'à l'époque, si tu veux, je mettais mon chien en détection d'explosifs. Comme je bossais sur Roissy, bah, je le mettais chez eux, tu vois. Ok. Quand ils nous appelaient en urgence pour aller voir pour un colis suspect, bah, il fallait être très réactif. Donc on avait trouvé cette pension-là. Donc après, quand j'ai arrêté ce métier-là et que j'ai ouvert ma société, bah, j'ai discuté avec eux pour savoir si ça les intéressait qu'on se mette en partenariat pour pouvoir bosser correctement. Parce que là, du coup, bah, ils ont à peu près une quarantaine de chiens, cinquantaine de chiens. Donc quand j'ai des problèmes de réactivité congénères, bah, là, j'ai de quoi faire. Tu vois, je suis pas obligé d'aller dans un Mhm. parc ou autre chose. Là, je peux avoir n'importe quel chien, n'importe quel caractère, gabarit pour travailler avec, tout simplement. Voilà. D'accord. Ok, super. Donc un petit peu d'expérience quand même avec ces 8 ans, on va compter les 8 ans, même si précédemment il y a des... t'as pu travailler un peu dans le chien aussi, et on va sûrement Ouais. voir que ça t'a amené des compétences ou des techniques, des réflexes qui Mm. sont sûrement utiles aujourd'hui. Exactement. Pour approfondir un peu, donc tu es à Tremblay en France, c'est juste à côté de chez moi aussi. Moi je suis Classouillet, voilà, donc c'est Seine-et-Marne, Voilà. 93, On est vraiment collés. limitrophe du Et 93. c'est que justement, toi, tu travailles justement avec Vilvodet, le refuge. Tout à fait. Et justement, les chiens de fourrière qui reçoivent les emmènent aussi à Vilvodet. Donc il y a des fois, il y a des chiens qui sont passés dans mes mains et qui vont à Vilvodet. Voilà. D'accord, super. Ok, Hop, je vais couper. alors pareil, ouais, ouais, impeccable. Voilà. Super, dites-moi bien pour le son là, normalement les petits réglages sont faits, hein, j'insiste, mais n'hésitez pas à me faire un petit retour, c'est pas évident pour moi de me rendre compte ce que ça donne chez vous. On a déjà des gens qui sont arrivés dans le chat, alors Elliot un petit coucou, Nadège et puis Jubauer qui te salue Michael. Ouais, c'est mes clients. Salut. Ok, aujourd'hui je te propose de parler, on s'était mis un petit peu d'accord là-dessus, plutôt agressivité. Ouais, pas Alors, de souci. plutôt agressivité, on pourrait penser que c'est un sujet large, que c'est un sujet étroit, pardon, c'est un sujet précis, l'agressivité. Quand on dit ce mot-là, on a tout de suite quelque chose qui nous vient à l'esprit. Alors en fait, je pense que c'est hyper large comme sujet et Exactement. que c'est très diversifié. Non, je suis d'accord. Pourquoi? Bon, je vais démarrer un petit peu sur mon point de vue. Je pense déjà que l'agressivité, c'est avant tout un comportement et que du coup, en fait, ça peut être lié à plein de causes qui sont derrière. Donc dire qu'un tel comportement a plein de racines différentes, c'est assez banal finalement parce que ça se retrouve un petit peu partout dans beaucoup de comportements du chien. Exactement. Mais ce qui est idéal, c'est d'aller venir justement chercher les pistes pour savoir quel type d'agressivité c'est, quelle est la racine, et pouvoir la traiter. Je prends un exemple très, très concret. Un chien agressif peut être peureux, un chien agressif peut être, comment dire, très démonstratif en voulant aller à l'agression de lui-même par excès de confiance ou par volonté de vouloir, voilà, simplement il n'apprécie pas les humains, pour l'agressivité humaine évidemment.
Il y a vraiment, c'est des causes hyper multiples. Et du coup, j'imagine que le travail derrière est pas du tout le même. Ouais. Est-ce que toi, tu côtoies voilà, tous les types d'agressivité, de la peur, à tout ça mélangé, ou Ouais. tu t'es spécialisé quand même Ouais. encore là-dedans? Alors moi, c'est une spécialisation, oui, mais si tu veux, c'est que j'avais pas trop le choix parce que je recevais beaucoup de cas, entre guillemets, qui étaient assez compliqués. Donc moi, je me suis spécialisé, entre guillemets, là-dedans. Parce que comme je fais du terrain, alors quand je dis terrain, c'est pas du terrain, c'est la rue en général. Moi, mon terrain, entre guillemets, c'est la rue. Tu vois, je travaille dans la rue, vraiment travailler en adaptation, hein, Ouais, tout à fait. et surtout travailler chez les gens. Je t'explique un petit peu, moi, mon concept sur des chiens agressifs, c'est je vais travailler à la maison, c'est 70% du problème qui sera réglé pour moi. Pour partir après dans la rue, c'est 30%. Voilà. Ça, c'est très important si tu veux régler un problème d'agressivité. Alors, tout dépend ce que c'est. Si c'est un problème de réactivité congénère, il y aura forcément des problèmes qu'il faudra régler à la maison pour régler aussi des problèmes au niveau de la rue. C'est très important. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. J'ai fait une cliente encore ce matin qui avait juste un problème de réactivité congénère. Je lui ai juste demandé d'arrêter la chambre et le canapé. Des choses toutes simples, hein. Mhm. Pourquoi? Parce que la chienne, en fait, avait créé un hyperattachement, une surprotection derrière. Donc voilà. Elle ne me croyait pas au début. Elle est revenue ce matin, ça faisait une semaine que je n'avais pas vu. Et comme par hasard, on a pu faire des belles balades avec son chien. Et elle m'a dit qu'elle s'était vachement calmée, qu'au niveau de son chat à la maison, c'était impeccable. Donc tu vois, c'est des choses qui paraissent banales, mais qui, en fin de compte, c'est un traitement de fond, si tu veux. Ouais. Il faut régler le fond pour régler, on va dire, la totalité du problème, si tu veux. Donc c'est pour ça que la maison, pour moi, c'est très, très, très important. Quand il y a un chien qui est agressif, peu importe l'agressivité, hein, ça peut être de la frustration, de l'anxiété, on va dire, parce que c'est le roi de la maison aussi. Tu verras qu'il y a certains chiens, tu as déjà dû voir d'ailleurs, où souvent il va développer de l'agressivité chez lui et on va dire ah mais ça c'est un chien maltraité. Ah non, pas du tout. C'est le chien justement qui avait le droit de tout faire chez lui tout simplement, canapé, chambre, c'est lui qui décidait. De temps en temps il volait un petit peu de la nourriture. De temps en temps il voulait pas descendre du canapé donc on lui a dit 2-3 fois, il grognait un petit peu mais sans plus. Donc on s'est dit c'est rien. Jusqu'à un moment où l'agressivité se développe carrément et puis là ça devient compliqué. Voilà. Mhm. Donc il y a vraiment, c'est un panel qui est très très large, l'agressivité. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que moi je me suis spécialisé entre guillemets là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ces problèmes-là et qui ne trouvaient pas, on va dire, d'éducateurs compétents dans ce problème-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais les gens, hein. Il y a beaucoup d'éducateurs qui sont très bons, même meilleurs que moi. Mais on va dire, moi, la différence que je fais, c'est que je montre mon travail en vidéo. Que ça plaise ou que ça plaise pas, hein, voilà. Ouais. Je montre mon travail en vidéo. Et voilà, je montre souvent le avant et le après. Donc forcément, ça percute dans la tête des gens et ils se disent, bon, on va peut-être essayer avec lui. Voilà. C'est clair. Je reviendrai sur tes vidéos parce que ça a été pour moi, j'espère pour certains d'entre vous, ou alors d'autres éducateurs, une source importante pour visualiser justement des instants. Et je trouve que c'est hyper important, si vous êtes futur dans le métier du chien ou même particulier, un peu passionné, de visualiser ces vidéos. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est quelque chose moi que j'aime beaucoup comme approche. Et même personnellement, pour tout un chacun, ça peut leur permettre vraiment de s'entraîner à voir le chien, à comprendre les réactions, à savoir tes réactions à toi, et puis à discuter aussi de ça. Donc c'est vraiment fournir du contenu comme ça, c'est très qualitatif et j'aime beaucoup. Ouais, c'est gentil. Avant de poursuivre dans l'agression, j'ai une petite vision aussi moi de l'agressivité qui est en fait, je trouve qu'on trouve que trop de chiens sont agressifs. Je veux dire, la société en général pense que beaucoup de chiens sont agressifs, alors que moi j'ai l'impression qu'il y en a relativement peu. Alors attention, on met bien sûr des petits curseurs, des petites jauges un peu partout pour mesurer mes propos, mais ce que je veux dire c'est qu'à mon avis, beaucoup de gens pensent qu'il y a plus de chiens agressifs qu'il n'y en a vraiment. Exactement. Euh, Il y a plusieurs, si tu veux, dans l'agressivité. Il peut y avoir des petits, on va dire souvent, je te donne un exemple, hein, un malinois. Voilà, on peut prendre un malinois de travail, donc qui est conditionné, on va dire, pour, je sais pas, moi, faire du mandant, du ring, des choses comme ça. Il y a des gens qui les prennent en chien de compagnie. Voilà. Donc ils les prennent en chien de compagnie et c'est des chiens qui vont monter très vite en pression. Le fait de mordiller, le fait de sauter sur les gens, le fait de prendre le bras, tu vois. Ça va être des choses qui vont être très anxiogènes pour les gens, tu vois, qui vont se dire c'est de l'agressivité, alors que pas du tout, c'est juste une mauvaise gestion. Il va falloir juste calmer ce chien-là et puis lui donner surtout ce qu'il veut. C'est un chien, entre guillemets, qui est programmé pour faire des choses
un travail bien spécifique, si maintenant tu lui donnes pas, bah forcément ça va être très compliqué pour ça. Donc je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent oui, mon chien est agressif. Non, c'est pas de l'agressivité, c'est juste de la surexcitation des fois Mm, qui peut emmener à une morsure non contrôlée. Mais c'est pas forcément de l'agressivité. mm. Ouais, tout à fait. Et même moi, du nombre de chiens que j'ai pu observer ou alors éduquer ou alors côtoyer dans ma vie de tous les jours, j'en ai pas croisé tant que ça, hein. Même moi qui fréquente le refuge très régulièrement encore aujourd'hui et très régulièrement, j'en ai vraiment pas croisé tant que ça que j'estime être agressif. Hum, C'est-à-dire ben voilà, utiliser ses dents ou autre chose, parce qu'on pourra voir aussi que l'agressivité ça peut être avec d'autres moyens que sa gueule. Utiliser ça pour voilà, causer des dégâts ou avoir la volonté de faire mal ou ce genre de choses. exactement. Surtout, tu regardes comme les chiens de refuge comme toi, que moi, soit en fourrière ou toi refuge, c'est souvent des chiens qui ont pas, qui ont une surexcitation développée Mm, due au fait qu'ils soient dans le box. Donc forcément, tu vas voir souvent, quand tu vas arriver près d'un box, c'est un chien qui va te montrer les dents comme ça, mm, et mm. tu rentres dans le box, il n'y a plus rien. Ouais, tout à Pourquoi? fait. Parce que le chien est surexcité de te voir et que bah, il y a des fois, il y a une petite montée de surexcitation qui monte, et derrière, quand tu les sors, bah, il n'y a rien du tout, hein. Mm, mm. Donc c'est pour ça, c'est nous on le connaît parce qu'on travaille en refuge ou en fourrière, donc c'est des choses qu'on connaît par cœur. Mais c'est vrai que pour des gens, voir ça, c'est très impressionnant, ouais. Ouais. Très impressionnant. Et après, je pense que ça reste à traiter moins profond que de l'agressivité pure, si ça existe cette notion-là. Mais ça n'en est pas moins dangereux. Parce que sur des chiens assez excités, donc qui sautent, qui mordillent, qui mettent les pattes un petit peu partout, qui griffent, etc., il y a pas mal d'accidents qui se causent à cause de ça en fait. Exactement. C'est-à-dire si la personne ne réagit pas correctement, donc avec du calme, en injectant du calme, en injectant un langage corporel qui soit cohérent, etc., ça peut causer des blessures, ça peut causer des dégâts, et du coup ça va enrichir encore cette notion que le chien un petit peu excité, mordilleur, sauteur, griffeur, etc., peut être agressif, et on encourage ça, alors que c'est pas de l'agressivité pure, si on peut utiliser ce terme. Exactement. Mais tu peux regarder l'agressivité, tu peux même la gérer même dans le mordant. Tu vois, moi je suis sur un terrain pareil à Tremblay où je pratique le mordant aussi, tu vois, avec un homme d'attaque. Je suis en formation parce que je trouve que c'est très intéressant. Le ring est très intéressant parce que c'est là où tu verrais vraiment la notion d'agressivité ou pas d'agressivité parce que tu regardes même dans le mordant, quand tu fais mordre un chien, Mm. ça doit être du jeu. Ça ne doit pas être de l'agressivité. Donc ça, c'est très très impressionnant quand tu vois un chien mordre, mais au final, quand tu commences à comprendre, on va dire, le fil conducteur de tout le processus, tu te dis finalement non, même quand un chien mord, ça doit être du jeu. C'est pour ça que quand je récompense des chiens, par exemple, même des chiens qui étaient très agressifs, moi je vais les récompenser au mordant. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vider leur énergie ou leur agressivité sur quelque chose. Voilà. Donc ça c'est très très important. Et pareil, les gens n'ont pas cette notion-là encore. Tu vois, c'est quand on leur dit oui sur un chien agressif ou surexcité, bah, on va utiliser un peu de mordant, un boudin de mordant. Ça tout de suite ça leur fait peur. Tu vois, Mm, mm. ça leur fait peur parce que ce soit les vétérinaires ou certains éducateurs, ils vont vous dire non, non, surtout pas de mordant parce que ça va amener de l'agressivité. Alors que pas du tout. Au contraire, c'est comme ça que tu vas gérer ton chien. Ouais. Puis après, je pense que sur cette notion de mordant, ça reste toujours enfin, de jeu au tug. Moi, je vais préférer employer l'expression jeu au tug. C'est toujours pareil, il faut que ça soit bien fait, encore une fois. Parce que effectivement, que si c'est mal monté, si le chien, par exemple, ne donne pas sur ordre, ne prend pas sur ordre, il vous arrache le boudin des mains, il vous prend la main avec, etc., ou qu'on monte trop dans l'excitation sans contrôler et que le chien perde ses moyens, ça peut aussi être néfaste pour le chien, pour sa maîtrise émotionnelle, mais fait correctement, je pense que c'est un des meilleurs moyens, effectivement, d'arriver à canaliser, décharger, en même temps obtenir peut-être une obéissance du chien en état d'excitation, parce que ça aussi c'est hyper important. Surtout sur du chien agressif, on essaie de repérer les signaux les signaux pré-morsure pour tout ce qui est agressivité. C'est très important d'arriver à obtenir un petit peu d'obéissance ou en tout cas d'attention du chien sous excitation. Donc c'est vrai qu'un jeu au tug bien monté, c'est hyper bénéfique pour le chien, effectivement. Je te rejoins. Du coup, on revient sur la maison. D'accord, tu bases pas mal de ton travail sur la maison. Ouais. Ouais, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que la maison, pour moi, c'est fondamental. On va régler beaucoup, beaucoup de choses quand on va rentrer en maison. Il y a des éducateurs qui travaillent que sur un terrain.
Alors, libre à eux, il n'y a pas de souci. Moi, je le faisais avant aussi, hein, j'avais un terrain. Mais j'ai vu très très vite la différence. Quand le chien allait sur le terrain, ça allait. Et j'ai beaucoup de gens qui me disaient, mais quand je vais sur un terrain d'éducation, ça se passe bien, il est nickel. Mais dès que je sors, je passe la porte, le chien fait n'importe quoi. C'est là où j'ai compris que finalement, pour moi, le terrain, c'était pas bénéfique réellement pour un chien. C'est un chien qui est conditionné à faire quelque chose, une fois sorti, il fait autre chose. Donc c'est pour ça que, comme je t'expliquais au début, pour moi, mon terrain, c'est la rue ou la maison. C'est pour ça que quand je vais régler des problèmes d'agressivité chez certains chiens, le fait d'agresser des gens où les gens ne peuvent plus rentrer chez eux, tu vois, ils peuvent plus recevoir des gens parce que le chien n'accepte plus, n'est pas assez sociabilisé, voilà ces choses-là. Et ben là, moi, je vais vraiment marquer le coup à dire, moi, je vais y aller, je vais rentrer. Et je vais juste expliquer que finalement, le fait de laisser rentrer les personnes, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Voilà. C'est un chien qui n'a pas appris, qui se dit non, moi j'ai peur, parce que souvent l'agressivité, on va très très vite voir que c'est de la peur et pas forcément une réelle agressivité. Quand tu expliques ça au chien, tu expliques le processus, tu te dis, va voir la personne au lieu d'aller mordre, essaye de réfléchir par toi-même, essaye de comprendre que finalement cette personne ne te veut pas du mal et que, on va dire, le propriétaire a donné l'autorisation d'entrer, tu dois aller voir la personne et ne pas mordre, forcément. Donc ça, c'est tout un processus à mettre en place par des exercices, hein, le panier pas bougé, le fait, par exemple, moi j'aime bien aussi faire, tu sais, quand tu ouvres le portail, le chien doit rester, je donne une ligne imaginaire, le chien doit rester devant sans traverser la route. Ouais. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire. J'aime bien travailler des renforcements. Par exemple, quand je travaille le fait d'ouvrir le portail, le chien doit rester au niveau du portail, moi je vais jouer à la balle. Je vais faire passer un chien devant lui. Je vais essayer de l'exciter un petit peu, voir s'il va sortir ou pas. Pareil pour le panier. Le panier, travailler des renforcements, ça va être aussi, je mets de la nourriture au niveau du panier. Je vais jouer à la balle, son jeu préféré devant lui, il faut qu'il reste au panier. Tout ça, ça va être une gestion, si tu veux, pour faire comprendre au chien que, regarde, je t'ai demandé quelque chose, peu importe ce qui se passe, tu dois l'exécuter. Et c'est comme ça que je vais vachement baisser l'agressivité des chiens, parce qu'ils vont se dire au début, je comprends pas ce qu'ils me demandent. Donc moi, ça peut durer, par exemple, une séance, ça peut durer 30 minutes à faire quelque chose, comme 5 minutes, comme 1h30. Le chien où j'ai galéré à faire un panier pas bouger, ça a été 1h45. Ok. Tu vois, Ouais. parce que le chien, il faisait ce qu'il voulait, il disait non, moi j'ai envie d'aller mordre, j'y vais. Moi j'ai dit non. Ça sert à rien de s'énerver, mais par contre, je lui ai dit, tu vas voir que moi je vais être plus têtu. Passé 1h45, j'ai récompensé le chien. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, oh là, mais le mec, il est peut-être pas bête. Ça veut dire que si je fais ça, je suis récompensé. Alors, je réessaye. Je refais le panier pas bouger. En 2 minutes, c'est exécuté. Ah, j'ai compris. Donc là, derrière, tu peux commencer à faire rentrer des gens avec le même processus pour que le chien comprenne que finalement, ok, ça peut être des compagnons de jeu et pas forcément, on va dire, des agresseurs. Ouais, c'est sûr. Puis, ce qui est intéressant, je reviens à la distinction terrain-domicile. Pour moi, c'est fondamental que si vous avez un souci avec votre chien chez vous, au quotidien, vous fassiez appel à quelqu'un qui se déplace à domicile. C'est Exactement. hyper important pour moi. Pourquoi? Parce que, comme le dit d'ailleurs Valérie Delarue dans les commentaires, le terrain conditionne les chiens, mais surtout les maîtres. Et c'est vrai que c'est les deux qui sont conditionnés, effectivement, à la fois le chien qui connaît au bout d'un moment le terrain, mais aussi le maître qui forcément est conditionné en fait presque de la même manière que son chien. Exactement. Et Et puis, endroit neutre. Le terrain, c'est un endroit neutre pour le chien. Donc forcément, il n'aura pas réellement son vrai caractère. c'est Quand ça. tu rentres dans la maison, là, tu vois tout de suite les problèmes qu'il y a et surtout le vrai caractère du chien. Donc c'est là, forcément, quand tu vas régler ce problème-là, il va y avoir un impact psychologique, on va dire, chez le chien, où il va se dire, finalement, oh là, il est venu chez moi, il a réussi à régler ça. Ok. Et en plus, tu montres à la personne comment faire chez elle. C'est Donc ça. forcément, c'est bénéfique pour tout le monde. Et c'est là où les gens ont le plus besoin d'aide, c'est dans leur quotidien en fait. C'est comment je fais rentrer des gens, comment je sors la voiture sans que le chien il sorte du jardin, Voilà. comment je fais ma promenade en laisse, etc. Comment quand je cuisine il est pas dans mes pattes et tout ça quoi. Et donc cette situation, c'est vraiment important ce truc-là. Tu as raison, la maison, il faut qu'il y ait un éducateur canin qui se déplace. J'ai des gens, si tu veux, qui sont venus me voir et qui me disent oui, j'ai été sur un terrain pour régler de l'hyperattachement ou de l'anxiété de séparation, pour de la destruction. Quand la personne partait, la chienne détruisait à la maison. Donc l'éducateur lui dit il faut venir sur le terrain, en cours collectif. Donc moi je lui ai dit à quoi ça sert. À quoi ça sert? Vous faites le assis, le pas bouger, les choses comme ça. Moi je viens chez elle, par contre je lui dis ça va pas. Il faut changer ça, on va faire tel type d'exercice. Derrière vous récompensez la chienne. Ensuite ce qu'il va falloir faire c'est peut-être la sortir un peu plus, des choses comme ça. Et finalement, encore une fois, le résultat est puissance 10.
Mhm. Parce que là, on règle vraiment le fond à la maison. Tu vois, c'est pas juste un petit problème comme ça. On va régler le fond vraiment à la maison. Ouais, Voilà. tout à fait, tout à fait. Donc après, une fois que tu as bien mis les bases dans la maison, donc ça va beaucoup être, j'imagine, peut-être des règles à l'intérieur de la maison, un cadre, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu abordes ça de cette manière-là. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Si tu veux, je vais te donner deux, trois exemples, hein, deux, trois petits exercices que s'il y a des éducateurs qui écoutent là, qui peuvent exécuter. Par exemple, sur, on va dire, un hyperattachement, une surprotection, moi, je leur dis tout de suite, pas de canapé, pas de chambre. D'accord? Je leur dis, si le chien n'a pas de problème de comportement, vous pouvez même dormir sous la couette avec, ça ne me dérange pas. À partir du moment où le chien a un problème de comportement, tous les privilèges qui étaient accordés sont retirés, dès le départ. Pourquoi? Parce que là, tu vas repartir sur, on va dire, une base neutre. Voilà. Là, le chien, bah, il ne sait pas ce qu'il a le droit de faire, donc on va te redonner des règles fixes à avoir, du 1er janvier au 31 décembre. Par contre, c'est ça que je dis aux gens, respectez bien les règles. Ne dites pas blanc et vous dites noir. Non, c'était toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, qu'on va définir les règles. C'est comme ça que le chien va se sentir bien et c'est comme ça qu'il ne va pas tester. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est des choses toutes simples. Ensuite, quand tu reçois des gens, moi j'aime bien, si tu veux, quand ça sonne, ding ding, eh ben, tu vas au panier, la personne rentre, une fois qu'elle est rentrée, ok, tu peux aller voir. C'est des règles toutes simples. Tu vois, Mhm. je peux apprendre aussi le fait de, quand c'est des chiens voleurs de nourriture, ok, bah, je mets de la nourriture par terre et je leur apprends à pas toucher la nourriture. Tu vois, au lieu de le laisser sur la table. C'est ce que j'explique aux gens. Quand tu vas, comment dire, alors là on n'est plus dans l'agressivité, c'est juste des petits exemples, hein. Mais quand tu vas par exemple sur un chien qui est voleur, et par exemple que tu manges, que tu laisses tomber ta nourriture par terre, tu as deux possibilités, on va dire. Soit tu le mets à la poubelle, soit tu peux le manger, mais c'est rare, d'accord? Ou soit tu donnes au chien. Trois possibilités. Bah, moi, je lui apprends que finalement, je vais tout mettre par terre, à toi de faire le bon choix, mais moi, je veux pas que tu y touches. C'est aussi simple que ça. C'est des règles toutes simples, tu me diras. Mais ça, par contre, ça va servir, admettons, s'il y a un gamin qui fait tomber un peu de nourriture, bah, que le chien ne se rue pas sur le gamin, qui attrape la main parce qu'il a attrapé la nourriture en même temps, et qu'on se dise c'est un chien méchant. Ouais, Hein. tout à fait. C'est des petites choses comme ça, mais ça sert vachement. D'accord, donc on reste pas mal dans gestion des ressources, gestion des espaces, gestion des Ouais, interactions, etc. exactement. Ok. Plus derrière, réflexion personnelle, lui dire, voilà, moi je vais te donner quelque chose à faire, tu as le choix. Au début, je ne vais pas lui montrer la solution. Par contre, quand il fera le mauvais choix, je lui dirai. Mais quand il fera le bon choix, je lui dirai aussi, par la récompense. Ok. Voilà. Et encore une fois, alors moi, c'est on va dire, ma façon de travailler personnelle, Mhm. je ne dresse pas aux croquettes, j'éduque pas aux croquettes. J'aime pas trop ça, je préfère éduquer au jeu parce qu'on partage un plaisir entre lui et moi. Derrière, ça dure un peu plus longtemps que le fait de donner une croquette, bah, le chien le mange, l'avale et qu'est-ce qui se passe derrière? Rien. Il attend. Voilà. Donc, moi, je travaille le jeu. Pourquoi? Parce que derrière, tu vas fatiguer ton chien. Donc, le temps que tu vas perdre à l'éduquer, concentration, plus jeu, on va dire sportif, et ben derrière, les deux, c'est un cocktail explosif. Le chien, il est fatigué. Voilà. Alors après, tu me diras, j'ai éduqué un chien qui s'appelle Tango, par exemple, un Rottweiler qui était assez chaud. Lui, par contre, pas réactif du tout enfin, pas réceptif du tout sur le jeu. Bah, Ouais. là, j'ai utilisé la croquette. Voilà. Ok. Mais 95-97% du temps, ce sera le jeu et pas la croquette. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, ça c'est ton point de vue. Moi, je suis assez équilibré là-dedans. Je trouve en fait que ce qui est un peu dommage avec la croquette, c'est que ça paraît pas, mais c'est relativement compliqué à utiliser. Correctement, je veux dire. Si on veut Ouais. utiliser la croquette correctement, la friandise en général, la récompense alimentaire en fait, Mhm. c'est quelque chose qui est assez technique. Et de la même manière que le jeu demande d'avoir des petites règles pour jouer correctement, etc., et ben la croquette aussi demande d'avoir des petites règles, des manières de le donner, des marqueurs Faut avoir le bon qui timing. précèdent la récompense, des timings, etc. Et c'est pas forcément. Je veux dire, c'est assez difficile pour les maîtres de comprendre ça et de le faire correctement. Toi, Euh, ta façon d'éduquer, toi, tu le fais comment? Bah, sur de la récompense, j'essaye d'utiliser ce qui fonctionne avec le chien. C'est vrai? Mais Donc plus souvent, quoi que tu utilises, toi. c'est plus souvent déjà toujours la voix en Mhm. marqueur et en récompense vocale, ce qui sont deux choses différentes. Ouais, bien sûr. Et ensuite, plutôt la croquette parce que je trouve que ça va plus vite au démarrage, parce que le chien comprend plus rapidement qu'il a fait un truc de bien. Mhm. Et ensuite le jeu si le chien est joueur, mais ça nécessite toujours ces petites règles du jeu à mettre en place, etc. Ouais. Tandis que la croquette, je trouve qu'elle est plus instinctivement une récompense percutante pour le chien. Mhm.
de ce côté-là, mais j'essaye d'être assez clair sur le fait qu'il faut avoir son marqueur de récompense, d'abord marquer sur le bon timing, le bon comportement, ensuite délivrer la croquette dans les 1-2 secondes qui suivent environ. Et tout ça, ça va très vite, donc même en termes de motricité et tout ça, il faut être au point. Et ça, c'est pas évident. Mais je trouve que voilà, sur l'utilisation de la croquette, globalement, faut pas oublier que ça reste relativement difficile. En tout cas, il faut apprendre à l'utiliser correctement. Tiens, j'ai Jean-Pierre qui me pose une super bonne question que je vais prendre tout de suite parce que j'adore cette question. Marqueur ou récompense à la voix, j'imagine, pouvez-vous expliquer SVP? Alors, il y a deux choses différentes en fait. Il y a le marqueur d'un côté et la récompense vocale. Et c'est vraiment deux choses complètement différentes. Le marqueur permet de signaler au chien par conditionnement. On ne va pas développer le conditionnement ici, mais on aura l'occasion de le faire, je pense, dans d'autres émissions. Mais le marqueur va préciser dans le temps, par conditionnement avec la récompense, ce que le chien vient de faire, est-ce que c'est bien ou pas, etc. etc. Et c'est le comportement que le chien vient de faire qu'on marque sur le moment pour lui dire que c'est ça qu'il a bien fait. Ça nous permet de le marquer dans le temps. Et ensuite, on vient délivrer une récompense pour un marqueur de récompense. La récompense, ça peut être la voix, la croquette, le jeu, la caresse, etc. Quand je dis marqueur, c'est vraiment comme un clicker, mais à la voix. Pour simplifier, si vous connaissez un petit peu le clicker, c'est comme un clicker, mais à la voix. Et récompense à la voix, bah c'est ouais, super, t'es trop fort, t'es super beau, t'écoutes bien, je suis contente de toi, etc. etc. C'est juste de la récompense vocale. C'est dire à son chien qu'il a bien fait et de l'encourager comme on encouragerait un enfant qui vient de faire quelque chose de bien ou ce genre de choses. Mais entre le marqueur et la récompense vocale, c'est deux notions vraiment différentes. Et j'insiste sur ce point parce que je vois pas mal de vidéos de ce genre de choses qui confondent les deux et on perd en précision, on perd en clarté dans la communication avec le chien. Mais on peut utiliser les deux en même temps si on veut récompenser à la voix. Eh bien, on marque dans un premier temps, par exemple bravo, moi c'est souvent ce que j'utilise, bravo, et ensuite ouais je suis super content, c'est très bien, t'as vu comme t'as bien fait l'exercice que je t'ai demandé, etc. etc. Et on peut en faire des tonnes à la voix, ça pose pas de problème. Si le chien aime ça, il sera content. Mais l'important c'est le marqueur. C'est vraiment deux notions différentes, assez techniques, assez précises, mais qu'il faut comprendre. Tu renforces ça en fait avec le jeu. Moi c'est pareil, je récompense entre guillemets, je fais mon marqueur à la voix pour que le chien percute tout de suite, et derrière le renforcement avec le jeu, forcément. Ouais. Ça va de pair. Tout à fait. Avec toi. Ok, alors une fois qu'on est dans la maison, une fois qu'à la maison on est impeccable, qu'est-ce qui se passe dehors du coup? Du coup tu vas partir dehors. Alors après tout dépend ce que le client veut hein, dès le départ. Tu vois par exemple il y a des gens qui me disent bah, moi je vais faire une marche en laisse, des choses comme ça. Alors moi dès le départ les gens ne vont pas comprendre, je vais dire qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire à la maison. Parce que ça déjà je vais pouvoir créer mon programme pour le maître et pour le chien. Pourquoi? Parce que si le chien teste à la maison, forcément dehors ce sera beaucoup plus dur. C'est pour ça que je vais régler déjà les problèmes à la maison pour que ce soit plus facile aussi dehors. Tu verras que les premiers exercices que tu fais à la maison, bah, ça va être, on va dire, ça va être déterminant pour la suite du programme avec le chien. Parce que le chien sera déjà focalisé sur toi et sera déjà ta méthode de récompense. Il sait que si tu lui apprends quelque chose, tu vas le récompenser derrière. Donc forcément, quand je vais dans la rue, eh ben, ce sera beaucoup plus facile de lui apprendre la marche au pied, le assis, le pas bouger, des choses comme ça. Avec renforcement, hein, tu peux mettre des chiens, des balles, je sais pas moi, des gamelles de croquettes, des choses comme ça. Mais ce sera beaucoup plus facile pour moi d'apprendre, on va dire, les bases éducatives dans la rue une fois que j'ai travaillé à la maison. Peu importe le type de travail. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, dans la rééducation globale d'un chien agressif, à quel point est-ce que tu utilises l'obéissance dans ta rééducation? Je veux dire par là, je vais préciser un tout petit peu ma question. Je veux dire par là que il y a des éducateurs qui utilisent beaucoup d'obéissance, donc c'est-à-dire qu'ils vont apprendre un très bon assis, un très bon pas bouger, un très bon rappel, et passer pas mal de temps et d'exercice et d'énergie là-dessus, pour ensuite utiliser cette obéissance au service, je vais appeler ça la psychologie du chien, d'accord, pour améliorer son mental et être capable que, ben voilà, je te demande un assis pas bouger, je fais passer un chien, ça se passe bien parce que j'ai un super bon assis pas bouger, 2 chiens, plusieurs chiens, etc. etc. Il y a cette vision-là, ce travail-là, basé beaucoup sur l'obéissance. Et il y a aussi un autre pan, où moi je me tourne de plus en plus vers ça d'ailleurs, j'essaie d'équilibrer un petit peu, qui ne se base pas du tout sur l'obéissance, mais simplement sur les actions du chien, et on va les récompenser, ou les punir, ou naviguer là-dedans, mais sans forcément passer par l'obéissance. Alors moi, ma façon de travailler, elle passera forcément par l'obéissance, forcément.
Pourquoi? Parce que, alors après, c'est ce que je dis aux gens. Il faut bien faire la différence entre une marche au pied et le fait de se balader avec son chien. Tu vois, moi, je vais pas être comme certains éducateurs, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, Mm. mais certains éducateurs qui vont te dire, quand tu vas dans la rue, ton chien il est au pied, peu importe ce qui se passe. Voilà. Moi, non. Moi, je leur dis, le chien est en balade, du moment qu'il tire pas, il faut que ce soit plaisant pour les deux. Aussi bien pour moi, parce qu'il me démonte pas le bras à tirer, et aussi bien pour lui, parce qu'il fait un petit peu ce qu'il veut, du moment qu'il ne va pas dans la rue. Voilà. Il faut que ce soit plaisant pour les deux. Par contre, quand je te demande d'être au pied, tu es au pied. Voilà. C'est ça la différence que je demande aux gens. Maintenant, pour la rééducation, ça va forcément passer par l'obéissance, forcément. Pourquoi? Parce que tu vas demander des petites choses et surtout un perfectionnement dans ton obéissance qui va faire que quand le chien ne voudra pas faire quelque chose, il va savoir que toi, tu es chiant. Il va savoir que tu vas être casse-bonbon sur certains trucs. Donc forcément, il ne va pas tester plus qu'il ne devrait. Tu vois? C'est Ouais. pour ça que moi, l'obéissance, c'est très très important de passer là-dessus. Parce que, par exemple, si tu fais ta méthode à toi, le fait de récompenser le chien, on va dire, sur certaines choses qu'il a créées tout seul, qu'il a réussi tout seul, c'est bien. Mais admettons, si par exemple ton chien ne veut pas s'asseoir, comment tu fais? Du jour au lendemain, tu vas le découvrir et tu vas te dire, mince, j'aurais peut-être dû le travailler. Ou alors le coucher, ou le fait de revenir. Il aura peut-être pas envie, il se dira, bah moi je vais aller sentir ailleurs, ou je vais aller voir la personne avant. Et tu vas découvrir des petites choses au fur et à mesure du temps qui vont te dire, j'aurais peut-être dû passer par l'obéissance avant. Alors oui, quand tu fais l'obéissance, c'est très dur dès le départ. Parce que tu arrives, on va dire, sur un chien de fourrière. Moi, j'ai pas mal de chiens de fourrière comme ça, où je vais demander le assis, le chien ne sait pas le faire. Ou alors ne veut pas le faire. Donc là, tu vas rentrer un petit peu dans une bagarre psychologique, à lui dire, bah si, ça mettra le temps qu'il faut, mais on va le faire. Et puis là, il peut y avoir une petite montée d'excitation, de surexcitation, d'agressivité. Mais là, tu vas voir tout de suite le vrai visage du chien. Et là, ça va pouvoir te permettre d'équilibrer sur certains exercices. Tandis que la méthode, ça ne veut pas dire que c'est mauvais ce que tu fais, hein, mais la méthode qui consiste à dire, bah là, tu as réussi tout ça, je te récompense d'un coup, c'est bien parce que tu le fais réfléchir. Ou alors, tu as marqué quelque chose qu'il a fait, il s'est dit, ah bah c'est bien ce que j'ai fait, ok, je vais peut-être reproduire ce comportement-là. Ça mettra peut-être un peu plus de temps. Et surtout, je te dis, tu vas peut-être dévier sur certaines choses que tu n'auras pas vues forcément dès le début. Mm, mm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois. Alors moi, quand j'ai donné cette notion, c'est un peu les deux opposés, on va dire, mais j'essaie Mm. justement de mixer les deux. Et ça, je l'ai vu au cours de formation, c'est-à-dire que au début, j'étais plutôt obéissance pour résoudre les problèmes les troubles du comportement, voilà. J'ai fait plusieurs stages, formations, etc. Suite à ces stages, formations, forcément, on cogite beaucoup, ça fait beaucoup réfléchir, ça remet en cause des choses. Bien Et sûr. j'étais encore plus obéissance, quitte à passer presque uniquement par ça pour résoudre la plupart des problèmes. Donc c'est globalement du assis pas bouger avec de la montée en stimulation, ce genre de choses. Et là depuis quelques temps, je reviens. J'en reviens, donc c'est-à-dire que j'essaie d'un peu plus équilibrer. Ouais. C'est-à-dire j'ai toujours une partie obéissance, hein. Le assis, le pas bouger, je le fais sur presque tous les chiens, globalement la plupart des chiens en tout cas. Mais il y a aussi toute une partie, en tout cas je monte un petit peu moins de difficulté pour aller plutôt chercher vraiment juste que le chien, enfin par mes actions, récompense, punition et l'équilibre de tout ça, le chien comprenne ce qui est autorisé et pas autorisé, et sans forcément appuyer de l'obéissance derrière, parce que je trouve que le besoin d'obéissance, alors il est certain, hein, c'est pour ça que j'en mets toujours, parce que c'est toujours important, et il faut en faire un petit peu, il faut équilibrer tout ça, c'est important. Mais j'en mets moins qu'avant, parce que je trouve que c'est aussi difficile, à la fois pour les gens, et pour la situation demandée, de venir mettre de l'obéissance, et j'ai remarqué aussi que ça pouvait stresser les gens pour gérer une situation, qui vont demander des assis pas bouger, un peu stressés à leur chien, etc., etc. Tandis que si on est un petit peu que dans soit une règle plus simple, une marche balade ou quelque chose comme ça, et on vient récompenser ou punir selon la situation et selon ce que propose le chien, ça me paraît aussi pertinent. En plus de mettre tout ça dans l'équation, évidemment, de l'anticipation, pour savoir à quel degré de difficulté on se situe. Mais ça, c'est la même chose dans l'obéissance, en fait. Donc j'essaie de trouver mon équilibre. Peut-être que j'y reviendrai, hein. Ça se trouve que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, je referai plus d'obéissance, ou moins, je verrai. Mais en tout cas, j'explore un petit peu tout ça. Ok. Alors après, moi, je reviens sur quelque chose que tu as dit qui est pas mal. Le fait de stresser les gens sur des exercices. Mm. Alors moi, ceux qui bossent avec moi, qui suivent le live, ils pourront en témoigner. Moi, j'aime bien mettre les gens dans le rouge. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui viennent, qui sont vraiment en détresse, hein. Moi, tu verras sur certains exercices, j'ai déjà fait pleurer des gens, pas parce que j'étais méchant, parce que je les mettais au pied du mur, entre guillemets. Mm. Pourquoi? Moi, j'aime bien, si tu veux,
même si ton chien commence à bien écouter tout ça, je vais tout de suite te mettre en défaut. Pourquoi? Parce que si j'arrive à faire ça et que la personne arrive à gérer ça, alors je vais l'aider, hein, je vais lui montrer, hein, mais je vais lui montrer que son chien, je vais le mettre en défaut tout de suite parce que euh, quand je ne serai pas là, si elle arrive à gérer la situation que je lui ai demandé en exercice, tu verras qu'elle se sentira déjà beaucoup mieux, elle se sentira libérée. C'est des gens, par exemple, qui viennent me voir, qui me disent non, le assis pas bougé, c'est réglé, le coucher pas bougé, c'est bien, la marche au pied, c'est bien. Donc tout de suite, je vais les mettre en défaut. Je vais mettre une balle, je vais mettre une gamelle de croquet, je vais faire des choses qui vont faire que le chien, bah, il sera totalement déstabilisé. D'accord? Ou de l'agressivité. Par exemple, je me suis. Alors là, c'est vraiment ma partie à moi, la spécialisation, on va dire, réactivité congénère. Ça, c'est vraiment mon truc. J'aime ça. J'aime créer une transformation chez un chien, du avant et du après. Ça, je le fais beaucoup avec les gens. Quand ils viennent me voir avec leur chien, je leur dis, je vous sors un chien tout de suite et on y va. On va faire des contacts. Alors là, tu vois, les gens, ils sont pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont été voir un, deux, trois, peut-être quatre éducateurs qui leur ont dit, dès qu'il y a un chien, hop, vous détournez. Vous détournez, ou alors vous bossez un petit peu à la distance, des choses comme ça. Donc, quand ils arrivent là, ils sont fixés une idée, ou on leur a transmis une idée de, bah, s'il y a un problème, tu t'en vas. Alors que moi, mon idée, tout de suite, c'est, on va dans la merde, entre guillemets, pour parler vulgairement, et on va dans les problèmes. Si ton chien n'est pas bien avec d'autres chiens, ok, ben on y va. Et je vais t'apprendre par contre. Donc ce que je fais, c'est que je leur passe mon chien, je passe un chien que j'ai pris à la pension, et je prends le leur. Et par contre, c'est moi qui leur montre comment faire. Quand ils ont vu que je pouvais faire un contact avec leur chien en 10 minutes, un quart d'heure, même pas, des fois c'est en 2 minutes, les gens, des fois, ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais parce que moi, tout de suite, je vais inverser les rôles et je vais lui chambouler son cerveau au chien. Je vais dire, tu vas aller voir du chien, on y va. Là, il va se dire, ok, on y va, ouais, je vais tracter, je vais essayer d'accélérer, de mordre, de machin. Moi, tout de suite, je vais lui mettre un protocole dans la tête. Tu veux y aller, on y va. Par contre, c'est à ma manière. Tu veux pas le faire, ok, c'est pas grave, on va mettre le temps qu'il faut, mais tu feras aucun contact et on marchera à 1 mètre de distance. Tu vois? Mhm. Ça, c'est un premier processus que je mets en place au chien. Quand le chien a compris, plus ça va, plus on se rapproche. D'accord? Là, forcément, quand je montre ça au maître, bah là, ça fait tilt, tout de suite. Tu vois? Donc c'est pour ça que j'aime bien les mettre dans le rouge, leur dire, quand ils me disent c'est pas possible, ou ça fait 2 ans que je sors plus mon chien, ou ceci ou cela, parce qu'il a attaqué des chiens ou machin. Là récemment, je sais pas si tu as vu l'autre vidéo que j'ai fait, c'est un chien qui a tué un autre chien. Tu vois? Donc la personne ne le mettait plus en contact avec des petits chiens. Bah moi j'ai dit muselière, et on va avec un petit chien. Voilà. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait de la surexcitation, donc hop, je lui ai mis un petit protocole dans la tête. On a fait ça 10 minutes en muselière, hop, après j'ai démuselé, ça s'est bien passé. Et là, la personne a été choquée, tu vois. Mais parce que moi, je prends en compte ce qu'on me dit, mais par contre, je vais voir par moi-même. Parce que moi, je verrai forcément des choses comme toi, tu auras une vision différente de la leur. Mhm. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre les gens dans le rouge, parce que je peux te dire qu'il y a une dame là qui se reconnaîtra, Nadège, elle a eu un chien qui était très réactif. Elle a dû s'en séparer parce qu'elle n'arrivait pas à gérer. Pourtant, je lui ai bien transformé son chien, ça s'était bien passé, mais elle l'a ramené au refuge parce que voilà, ça arrive. Maintenant, elle a pris un autre chien qui est super cool, donc là, je forme de A à Z. Mais là, elle est partie avec une base de départ qui est beaucoup plus élevée que différentes personnes parce qu'elle a eu les deux cas. Mhm. Tu comprends? Donc là, eh ben, quand je l'ai mis dans le rouge, ben, elle comprenait pourquoi. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans le même cas en balade avec elle. Et quand ils veulent pas faire sentir leur chien, Nadège a dit si, si, allez-y, allez-y, moi, il n'y a pas de problème, on peut faire sentir le chien. Parce qu'elle sait comment gérer ce chien-là. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que moi, les mettre dans le rouge, au contraire, j'aime ça. C'est pas pour les humilier, mais c'est pour leur dire plus on va pousser, plus on va gratter un peu, et plus tu vas t'obliger bah, te pousser au cul, hein, et plus tu vas y arriver. Ouais. Voilà. Alors, on s'est un peu mal compris, enfin, je me suis peut-être pas mal exprimé. Quand je voulais dire que ça stresse les gens vis-à-vis de l'obéissance, c'est eux, sur leur chien, qui par des demandes d'obéissance vont les stresser. Ah, C'est ça le d'accord. truc, c'est ça le truc. Mais après, ce que tu viens d'énoncer, c'est hyper important. C'est plutôt la notion de pédagogie, d'approche du maître par rapport au chien. Et si tu as une pédagogie qui est un petit peu percutante, un peu voilà, rentre dedans, on va dire, c'est aussi intéressant. Et j'ai quelques collègues aussi que je connais qui ont ce type de pédagogie. J'avoue que moi, c'est pas forcément naturellement ce que j'aime faire. Mais après, chacun son approche des choses. J'essaie de le faire de plus en plus. Mais je vois que c'est assez important et c'est assez impactant et ça fonctionne plutôt bien. Mettre les gens au pied du mur, entre guillemets, pour arriver à le faire. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Exactement. Et puis pour repartir là-dessus, pour que tu me disais l'obéissance au niveau des chiens, quand tu rééduques ton chien,
Alors toi, tu sais, parce que tu bosses en refuge, tu es obligé d'avoir un panel d'obéissance quand même assez élevé, parce que quand ils vont repartir en famille d'accueil, bah, tu es obligé d'avoir un petit peu tout testé pour voir si le chien ne va pas repartir en agressivité derrière. Mhm. Donc tu es obligé quand même de mettre une sacrée obéissance sur des chiens en rééducation pour derrière, quand ils sont adoptés, que tu sois sûr que ça se passe bien et Ouais, qu'il y ait un suivi derrière, peu importe que ce soit moi ou un autre éducateur, mais que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de morsure derrière et qu'ils repartent derrière sur un mauvais truc. Voilà. c'est sûr. Après, je veux dire, je vais reprendre un petit exemple pour clôturer cette notion-là. Par exemple, sur un chien qui saute, qui a l'habitude de sauter sur les humains, eh ben, je vais pas utiliser d'obéissance pour résoudre ce trouble du comportement. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je sois en laisse et je fasse je vais dire bonjour à quelqu'un ou je croise quelqu'un. Ouais. Si le chien a l'habitude de sauter, eh ben avant, je vais pas forcément lui dire ah, assis, pas bouger, pour qu'on s'arrête, pour que je dise bonjour, pour que machin, etc. Non. En fait, je vais fonctionner par le on marche, si tu vas, tu sautes, soit au début on ignore, soit derrière on punit, et ensuite on pourra développer toutes ces notions-là un peu plus tard qui sont assez fines. Ou si tu le fais pas, je récompense. Mais il n'y a pas eu derrière d'ordre d'obéissance, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux Non, dire. non, ouais, bien sûr, mais quand tu fais des trucs comme ça, tout simple, on va dire, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'obéissance parce qu'en plus, tu fais réfléchir le chien toi-même. Tu lui dis, tu veux y aller, on va y aller. Par contre, si tu sautes, forcément, bah, moi, je te dirais non, forcément. Mais derrière, je vais te dire, recommence, tu as encore une chance. Voilà, c'est surtout ça. La réflexion, c'est très, très important chez un chien. Mm. Il faut le faire réfléchir tout seul. Faut éviter de trop, comment dire, de trop le conditionner sur certaines choses, comme, comme, comme ce que tu viens de dire, le fait d'être assis parce que tu dois dire bonjour à quelqu'un. Non, le chien peut y aller lui-même du moment qu'il saute pas, il n'y a aucun problème. C'est clair. C'est clair. Ok. Petit, donc agressivité congénère, c'est vraiment ça ton truc. Ouais, j'ai trouvé, on va dire, mon. C'est la- la- le nerf de la guerre, quoi. Ton, la- ouais, ouais. ton kiff, ouais, ok. Donc tu l'abordes comment sur... est-ce que tu as une notion un peu globale de comment tu l'abordes, à savoir, c'est particulier à chaque chien évidemment, mais sur plutôt de la peur, on va prendre de l'agressivité issue de la peur, sur le premier contact avec un congénère, comment tu se passes? Ouais. Est-ce que tu es plutôt en laisse? Est-ce que tu es plutôt détaché? En Alors, muselière détachée? En muselière en laisse? alors moi, je suis très simple, ça va pas plaire à certains qui vont écouter. Pour moi, quelqu'un qui va dire, lâchez vos chiens, ils vont régler leurs problèmes tout seuls. Vous allez voir ça va bien se passer, ça va machin. Je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct parce que la personne va faire confiance, va lâcher son chien. Il suffit qu'il soit réactif plus que nécessaire. Même avec un chien régulateur, ça va mal se passer, ça va partir en bagarre. Voilà. J'ai eu le cas dernièrement où il y a une personne qui a fait appel à un éducateur. Son chien était très agressif et l'éducateur a dit lâchez votre chien et ça va bien se passer. Le mien il régule machin et tout. La personne lui a dit vous êtes sûr? Oui, 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 je suis sûr. Au final, elle a lâché son chien, elle l'a plié en deux. Voilà. Donc le chien de l'éducateur, il est décédé malheureusement. Voilà. Ah ouais, Donc non. Moi, je suis pour, si tu veux, faire déjà un premier contact en laisse, apprendre au chien à travailler en laisse pour après pouvoir le détacher. Pour moi, ça, c'est ma conception. d'accord. C'est improbable pour moi de lâcher un chien si je ne le connais pas. C'est pas possible. Je veux voir ses réactions, je veux voir ses postures, sa façon de dire bonjour au chien, sa façon de renifler, sa façon de monter peut-être un peu en pression, de grogner, voilà, de remettre un peu en place le chien ou pas. Tout ça, ça va se gérer en laisse. Par contre, j'apprends aux gens à ne pas que les laisses s'en mêlent et surtout à, si tu veux, à communiquer avec les chiens en laisse. C'est très très important pour moi ça. Quand les chiens ont compris ça, les gens ont compris ça, on lâche les laisses par terre, on voit ce que ça donne. S'ils ont compris, clac, on enlève tout et on y va. Voilà. Ok. C'est vraiment les 3 étapes nécessaires pour moi pour avoir un conditionnement bien fait et surtout que ça ne revrille pas derrière. Voilà. Ouais, d'accord. Je reviens un peu sur la notion de chien régulateur. Là, c'est vrai que récemment, sur les réseaux sociaux, etc., on a vu quelques petits articles sortir. Enfin, j'ai lu quelques petites choses là-dessus. Il y en a qui le prônent tel un super communicant, d'autres qui sont pas du tout d'accord avec. Moi, je pense tout simplement que, comme souvent dans le chien, la vérité est une histoire de mesure. Donc, à mon avis, oui, il y a des chiens qui communiquent mieux que d'autres, qui sont mieux codés, qui communiquent mieux, mais de la même manière que des humains communiquent mieux que d'autres. Il y a des humains qu'on a plus envie d'écouter que d'autres, qui nous inspirent plus confiance ou qui vont plus nous motiver. C'est un petit peu pareil. Après, c'est vrai que de le prôner en tant que voilà, clé à molette pour régler tous les problèmes qu'on génère,
c'est pas forcément vrai non plus. Mais le fait est que il y a quand même des chiens qui savent mieux communiquer, qui sont plus stables, qui sont plus paisibles, etc. Après, c'est toujours compliqué si on va dans ce qu'on va appeler une remise en place, une petite bagarre, une petite explication entre chiens. Toujours compliqué de savoir si c'est bénéfique ou pas. Ça reste à gérer sur le moment. Et voilà, c'est la Moi, sensibilité j'aime de pas chacun, on du va tout. dire. Comment? Moi, j'aime pas ça du tout si tu veux laisser les chiens se bagarrer. Ouais, Voilà, ça ouais, ouais. c'est un truc que j'aime pas. Alors je les laisse expliquer, je les Mm. laisse se grogner dessus, je les laisse un petit peu se frictionner, Ouais. mais se bagarrer vraiment, Quand ça c'est part dans le c'est pas mon. physique, ouais. Quand ça part dans le physique, Ouais, voilà. Si ça ça, part un peu trop dur. Je vais stopper tout de suite les choses. ok. Voilà. Tant que ça reste dans du démonstratif, on va dire, de la posture, Voilà. de Des l'audio et tout ça. claquements, un petit peu, des choses comme ça va. D'accord. Maintenant, si ça part vraiment dans le dur, j'arrête tout de suite, ça sert à rien. Ça Ok. sert à rien. Soit ça va bien se passer parce que l'autre va être recadré, ou soit ça va justement partir en cacahuète, et là, ça va être très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué de gérer. Mm, Voilà. mm. Ok. Ensuite, il y en a qui sont fans de ta balade collective du samedi, apparemment. Ouais. Alors, balade collective, si tu veux, j'ai créé ça depuis, ça va faire presque 3 ans maintenant. C'est une balade collective en fait où je réunis tous les chiens qui étaient agressifs. D'accord. C'est pour ça que sur le groupe, par exemple les docteurs, j'en ai mis, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. J'en ai mis une qui a fait un petit peu parler parce que bah, je donnais des chiens agressifs à des gens qui ne connaissaient pas les chiens agressifs, les choses comme ça. Or, c'est des chiens qui connaissaient très bien puisque eux-mêmes avaient des chiens agressifs. En fait, si tu veux, ma logique, c'est de montrer aux gens, tu as un chien agressif. Alors voilà, moi j'ai un processus pour régler ton chien est réglé. Maintenant, je vais t'en passer un et on va retourner à la situation. Pour qu'en fait la personne comprenne bah, ce qui s'est passé avec son chien. Tu comprends? Parce que Ok. des fois, ils sont dans le flou. Ils se Quel- disent, oui, elle agresse un petit peu, sans plus. Mais quand j'inverse la situation à te dire, bah tiens, je te passe ce chien-là, essaye de le gérer. Voilà, en muselière, tout ça. La personne va être très stressée ou alors va se dire, oula, bah finalement, lui, il est chaud. Mm, Mais mm. ça, c'est juste pour faire ressentir aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé avec ton chien pour qu'ils comprennent aussi ma logique, ma façon de fonctionner, parce qu'au début, ils ne comprennent pas, hein, souvent, le processus de transformation, on va dire, d'un chien. Et quand je leur montre bah, la totalité du processus, plus derrière, je leur dis, bah, tiens, essaye de gérer ce chien-là, ils comprennent souvent. Tu vois, ils comprennent souvent. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, dans cette balade collective, bah, j'ai réuni tous les chiens qui étaient agressifs avant, et ben, on se balade tous ensemble pour voir si le processus a été mis en place et fonctionne. Et en général, ça fonctionne, on va dire, à 98%. Voilà. D'accord. Ce que je trouve intéressant, peut-être, dans cet échange de laisse ou cet échange de chiens, Mm. c'est de pouvoir donner un autre regard de la part des maîtres vis-à-vis de leurs chiens. Parce Exactement. que, et d'ailleurs, ça mène à un sujet un peu plus large. Je sais pas trop ce que t'en penses. Est-ce que tu crois que les propriétaires du chien sont ceux qui le connaissent mieux? Non, mais non. Mais non. Parce que quand tu prends la laisse de son chien et que tu lui montres des choses qu'il a jamais fait, par exemple un contact congénère parce que le chien était super agressif et toi, en 10-15 minutes, tu arrives à faire un contact et que les personnes, ils sont, oh, comment il a fait? Bah forcément, non, ils connaissent pas leur chien. Nous, on a une vision forcément, une vue extérieure. Eux, ils sont enfermés dans le quotidien du chien, Mm, 24 mm. sur 24, à faire des bêtises aussi avec eux, hein. Donc forcément, bah, moi, je suis quelqu'un de neutre. J'arrive, je lui dis, bah, tu veux aller voir du chien, ou tu as peur des chiens, ou tu es agressif avec des chiens, on y va. Donc encore une fois, j'inverse la logique et le chien comprend plus rien. Mm, mm. Et forcément, ça marche. Et donc les clients se disent, bah, je comprends pas. Comment Ouais, ça se fait? D'habitude, il fait ça. c'est Tu clair. vois? Et j'imagine que sur des échanges de chiens, peut-être que les gens ont su mieux lire le chien de l'autre personne Exact. que leur propre chien parce qu'ils n'avaient pas cette habitude de le voir réagir, de le voir dans telle situation grogner, etc. Machin. Enfin, avoir Bien sûr. tous les signaux antécédents, quoi. Mm. Et donc, ils ont peut-être pu mieux repérer et se dire, ah, mais d'accord, quand le chien il commence à se tendre, à monter en pression avec les oreilles comme ci, le torse bombé comme ça, les poils hérissés, etc. Bon, bah là, on peut intervenir, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que Ouais. c'est intéressant d'arriver à mettre sur un autre chien Et j'en ai, j'en quelque ai un chose. là, j'en ai un Giovanni justement. Alors son chien c'était Nascar, on peut le retrouver sur YouTube, qui faisait de l'hyperprotection, tu vois, qui était très très chaud. Mm. Je l'ai changé ce chien-là, il n'y a pas eu de souci. Et dans la balade collective, tu le verras, c'est lui justement qui prend un chien chaud. Et ben il l'a géré nickel. Ouais, Il l'a ouais. géré nickel. Pourquoi? Parce que bah, là il a vu que ce que je lui ai enseigné, ça marchait si tu veux. Il a réussi à calmer le chien en même pas 5 minutes, tu vois. Mm, Alors mm. que ce chien-là, et tous les gens.
Enfin, il a attaqué tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très très important. J'aime bien en fait défier un peu les lois, la logique, les choses comme ça. J'aime bien tout mélanger si tu veux, parce que ça crée des belles choses derrière. Et Ouais. c'est pour ça que la balade collective, on en revient là-dessus, c'est super important parce que quand je prends les chiens en stage, que ce soit à la journée, que je les prends tout seul, je leur montre en vidéo le changement en une journée, et puis après eux ils viennent en balade et ils se disent waouh, ouais ça a marché, c'est gratifiant pour moi et les gens sont super contents. Mm, Tu mm. vois? Ouais, c'est sûr. Moi, pareil, Voilà. je fais tous les dimanches matins ces balades canines. Donc, Ouais. c'est un petit peu différent dans le contexte parce que je prends tous les chiens qui me semblent aptes à participer. Donc, s'il y en a des chiens en cours de rééducation sur de l'agressivité congénère, ils peuvent y participer évidemment. Mais voilà, c'est pas focalisé chien, ex-chien agressif, on va dire. Toi, tu les détaches ou pas les chiens en balade? Je les détache, ouais. Ouais, je les détache. Il me peut y avoir une petite longe qui traîne par-ci par-là sur des chiens où je suis un peu pas très sûr. Il peut y avoir Ouais, très bien. une muselière ou deux qui traîne sur un chien ou deux ou pour pas prendre de risques. Et pareil, la muselière, soit on la met 5 minutes au début, le chien dit un peu bonjour à tout le monde et puis ok, c'est cool, on l'enlève, ou alors le chien la garde, ça dépend des chiens et de la situation en fait. Mais pareil, ça offre en fait aux gens un moment de liberté, un moment où leur chien peut courir, où les gens se retrouvent, où en fait ils ont Non, presque pris un chien pour ça quoi. exactement. Donc Puis le fait de parler entre clients de leurs problèmes, exact. ben, je ne suis pas tout seul. Et puis, ah, toi, ça a marché, bah, toi aussi, ça a marché. Et Mhm. finalement, ça permet d'avoir un relationnel aussi, hein. Ouais, Très important. exact, exact. Ok, pas mal. Sur l'agressivité congénère, t'as des choses à nous raconter? L'utilisation de la muselière ou ce genre de choses, comment tu l'abordes ça? Ça t'arrive Alors, moi, souvent, pas souvent? mon matériel, si tu veux, pour gérer ça, donc c'est une longe. Je ne bosse pas en laisse, moi. Ce sera longe, tout de Ok. suite. Une longe, soit collier étrangleur, soit collier plat et muselière forcément. Muselière Baskerville, hein, pas muselière Ouais, ouais. Vraie avec le muselière. museau. Ouais. D'accord. Voilà, ça c'est ma façon de fonctionner. Alors pourquoi la longe? Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi une longe? Déjà en laisse, j'arrive pas à gérer. Parce qu'on longe, tout simplement, c'est le chien qui va faire le travail, c'est même pas le maître, c'est le chien. Le fait de déjà que le chien se détache de 3-4 mètres de son maître, tu vas voir la différence. Le chien va être perdu. Le chien va être perdu parce qu'il va se dire, oh là, mon maître est loin. Donc là, il va falloir que je réfléchisse par moi-même. Donc déjà, il y a un impact psychologique chez lui. Derrière, moi je vais les faire sentir d'une façon bien précise. C'est pas tu fais sentir au face à face. Déjà moi le face à face ce sera jamais en début de rééducation, on va dire pour un congénère. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est comme deux personnes qui vont se disputer dans la rue. Il suffit qu'il y en ait un qui tourne pas les talons, ça va partir aux mains. Alors que s'il y en a un qui tourne les talons, c'est fini. Voilà. Moi c'est exactement pareil pour les chiens. Tu verras que j'en mets un devant, un derrière, et je vais commencer à les faire sentir comme ça. Et puis après on inverse. Et quand les chiens verront finalement que c'était rien, tu vas voir qu'il va se créer quelque chose chez eux qui vont se dire finalement c'est peut-être pas grave quoi. Je peux peut-être me balader à côté de lui sans rien faire. Et quand on arrive à faire ça, moi ce que je fais, la force que j'ai, c'est d'avoir justement comme toi le refuge. Moi j'ai la fourrière. Et moi en 1 heure, je vais sortir 10-15 chiens différents. Donc forcément, je vais lui en montrer tellement que le chien il va se dire c'est bon, j'ai vu, c'est bon, Ouais. c'est bon. Voilà. Et par contre, différents gabarits et différents caractères. Ça, c'est très très important. C'est comme ça que j'ai des résultats, si tu veux. C'est qu'en 1 heure, je peux montrer un pincher, comme je peux montrer un canet corso, comme je peux montrer un malinois, comme ça peut être un teckel. Voilà. Peureux, pas peureux, brutal dans le jeu, agressif. Voilà. Je vais leur montrer vraiment un panel différent pour que le chien se dise oh là, il y a beaucoup d'émotions différentes. Et commence à faire fonctionner son cerveau, tout simplement. Parce qu'un chien réactif ne fait pas fonctionner son cerveau. C'est un chien, il se dit il y a un chien, je veux cartonner. J'ai peur, je veux cartonner. Bah, Voilà. souvent il va agir avant de réfléchir quoi. Exactement. Alors, moi, je travaille vraiment la réflexion chez le chien. Je lui dis, observe. Les temps d'observation, toi, tu connais, hein, même dans tes balades, tu vois bien que les chiens s'observent, hein. Il y a beaucoup Mhm. d'observations. C'est ce que j'explique aux gens. Laissez observer vos chiens. Arrêtez d'agir sur eux pour rien. On les laisse observer. C'est très important. Ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que la longe c'est intéressant. Je pense que ça te permet sûrement peut-être d'arriver à mieux faire sortir le chien de ta bulle pour le faire re-rentrer derrière. Exactement. Et ce moment du coup est intéressant pour à la fois gérer des moments de plus de détente où le chien va sortir de la bulle justement, pouvoir renifler les odeurs, se détendre, etc. Et puis repartir plus sur quelque chose de structuré où vu qu'il est dans ta bulle, dans ton périmètre à toi en fait, sous ton influence presque, par le langage non verbal, par l'attitude, par les émotions, etc. Du coup ça va être plus facile à gérer sûrement. Bien sûr. Parce qu'il Et tu est... veux décrocher du chien, c'est ça, surtout. ouais. Au bout d'un moment, tu vas lui apprendre à décrocher du chien et lui dire regarde, va sentir à droite à gauche. Mm, Et mm. quand le chien
commencera à sentir à droite à gauche les odeurs, bah là, on sait qu'il commence à décrocher, donc on a gagné quand même quelque chose chez lui. Et c'est tout un processus qui va se mettre en place, qui va faire que le chien va se dire, bah finalement, c'est comme s'il n'était pas en liberté, mais en semi-liberté, sous contrôle. Mm. Donc la longe, c'est très très important pour moi de travailler ça. Voilà. D'accord. L'éducation que je fais en général, c'est en longe. Après, on met les laisses courtes quand on est en ville, choses comme ça. Mais j'apprends au maximum au chien à se détacher du maître pour vivre sa vie et réfléchir par lui-même. Ok. Comme toi, tu peux avoir dans tes balades collectives où tu laisses la longe de temps en temps avec un chien parce que tu n'es pas sûr, mais tu sais que si jamais ça démarre ou tu vois un comportement suspect, le chien commence à bloquer un peu sur un chien, regarder un peu trop insistant, paf, tu vas prendre la longe et ça va être réglé. Ça, c'est très important aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu fourrière justement pour la gestion des chiens abandonnés? Comme ça on Bien aura la sûr. vision refuge, la vision fourrière, ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe de ce côté-là. Ouais. Alors, fourrière, c'est très simple. Alors, moi, je connais parce que je bosse avec eux, mais je ne travaille pas dedans. D'accord. Je suis en partenariat avec eux. Mais en général, bon, la fourrière, c'est tout ce qui est chien, bon, on va dire, abandonné ou chien trouvé dans la rue. Ou alors, ça va être des chiens qui ont été saisis par la justice, des choses comme ça, voilà, qui se retrouvent en fourrière. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des chiens qui viennent donc là où je travaille, bah, qui seront identifiés, vaccinés s'ils ne sont pas vaccinés. Alors, petit message très important pour tous ceux qui nous écoutent, mettez à jour vos coordonnées à l'ICAD. Ouais. Parce que quand vous prenez votre chien, malheureusement, il y a des chiens qui sont 15 jours en fourrière et s'ils ne sont pas identifiés, eh ben, ils seront derrière réidentifiés, une nouvelle puce et seront adoptés par quelqu'un d'autre. Et si jamais vous retrouvez votre chien et qu'il est déjà adopté, c'est fini, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus le récupérer. Voilà. Donc c'est très 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 important. Vérifiez bien si vous déménagez, si vous changez de numéro de portable, mettez bien à jour vos coordonnées à l'ICAD. L'ICAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, comme nous, le centre du permis de conduire, quoi. Voilà. C'est la préfecture qui va recenser tous les chiens et qui va dire, bon, bah voilà, ce chien appartient à telle personne et habite à tel endroit. Voilà, très important. Même pour toi, pour le refuge, c'est pareil. Ouais, 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 tout à fait. Et Voilà. ça, ouais, il y a des petites anecdotes d'ailleurs sur ces sujets-là. Mais c'est important, l'ICAD, effectivement, à la fois l'identification et la mise à jour, bien sûr, de vos coordonnées. C'est très très important. Voilà. On nous dit dans le chat, la longe, elle permet aussi de faire en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas la laisse qui tient un chien, mais l'intention de son conducteur, pardon, via le verbal et le postural. Effectivement, Bien sûr, tout à fait. bien sûr. Même si pour moi, je répète et je maintiendrai cette position jusqu'à nouvel ordre, la laisse, la longe ou n'importe quoi comme ficelle qui nous retient au chien reste un moyen de communication. Bien sûr. Mais effectivement, le plus important reste nous-mêmes, notre attitude, notre interaction avec le chien, notre manière non verbale de communiquer avec lui et verbale et tout ce qui s'ensuit. Mais la laisse peut être, la longe, peu importe, peut être aussi un moyen de communication. Ça reste très global. Pour moi, de toute façon, c'est un moyen de communication. C'est pour ça que j'étais. Enfin, le live d'avant que tu as fait, où la personne dit que la longe, enfin la laisse n'est pas un moyen de communication, pour moi, si. Parce que forcément, tu vas mettre une sensibilité dans la laisse, des à-coups, ferme, pas ferme, peu importe. Enfin, une façon de tenir ton chien qui va faire que tu communiques avec lui. Il le sait, Ouais, forcément. tout à fait. Forcément, rien que dans l'agressivité, par exemple, il y a un chien, tu vas croiser un chien, le chien est réactif congénère. Première chose qu'elle va faire la dame, c'est quoi? Ou le monsieur, c'est tenir court. Parce qu'il va dire, je pourrais mieux le tenir. Et bien là, j'ai prouvé par A plus B à 90% des gens, dès que tu tiens court, le chien monte en pression. Dès que tu détends, il y a 90% des chiens qui feront rien. Voilà, on n'a pas passé à côté d'un chien sans qu'il se passe rien. Donc forcément, la laisse, la longe ou ce que tu veux, c'est un moyen de communication, forcément. C'est ça. Et après, sur les moyens de communication, bon, en gros, pour moi, c'est tous les outils qui vont permettre Bien sûr. d'influencer soit le comportement du chien ou soit de lui donner un retour sur ce qui se passe dans le monde. Donc tout ce qui va être en interaction avec le chien, en fait. Hein. N'importe quelle longe, laisse ou ce qu'on veut, n'importe quel collier, harnais, tout ce qu'on veut. Derrière, par contre, là où c'est important, et où moi je travaille pas mal là-dessus, c'est d'apprendre le langage de l'outil. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, d'avoir un langage de l'outil, mais en fait, il faut apprendre au chien que laisse tendu comme ça veut dire ça, laisse détendu comme ça veut dire ça, petite action comme ci, ça veut dire ça, grosse action comme ça veut dire ça, et avec toutes les déclinaisons qu'on a envie d'avoir, avec tout le panel de communication qu'on veut développer avec le chien, et s'adapter à chaque chien évidemment, pour arriver à communiquer correctement avec lui. Mais effectivement, je maintiens toujours que
n'importe quelle laisse, longe, collier, harnais, tout ce qu'on veut, reste un moyen de communication. Bien sûr. Super, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur l'agressivité, réactivité congénère, même des questions peut-être fourrières ou ce genre de choses, ou rééducation. Alors après la fourrière, pour en revenir un petit peu, Ouais, euh, alors la fourrière, comment ça se passe? Donc je l'ai expliqué au début, et après, on les met dans différentes associations. Donc là, on se rejoint là-dessus, puisque Tremblay ramène pas mal de chiens au refuge à Villevaudé aussi. Voilà. d'accord. Donc c'est un processus justement parce que la fourrière, si tu veux, c'est mal renseigné par les gens. On croit tout de suite que les chiens finissent en fourrière, c'est piqué. Voilà, c'est euthanasié. Mm. Non, non. C'est vraiment, on va dire, un truc, on se bat tous les jours contre ça, où des gens nous appellent, disent ouais, mon chien il est en fourrière, il va être piqué, il faut que je le récupère, il faut ceci, il faut cela. Ou alors des chiens qui sont en fourrière, des associations qui mettent des posts sur Facebook, vite, 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 il reste plus que 10 jours parce qu'il va être euthanasié. Non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas des bourreaux, enfin les gens qui travaillent là-bas ne sont pas des bourreaux, au contraire, on fait tout pour les replacer, que ce soit dans les associations en France ou ailleurs. Voilà. D'accord. Et vous Ça, leur c'est donnez- un noté parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient n'importe quoi. Ils ont quand même de l'eau à boire ou non? Bah, limite, tu vois, c'est une gamelle d'eau par semaine, donc voilà, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. C'est un peu effet refuge aussi. Alors souvent, moi je dis au refuge, sur les gens qui ont tendance un peu à s'apitoyer sur le sort des chiens, alors c'est vrai qu'il y en a qui ont des histoires malheureuses, il y en a qui ont des histoires avec des passés assez lourds, mais en fait je pars du principe qu'à partir du moment où le chien est dans le refuge, dans son box du refuge, je vais donner une statistique mais peu importe, il y a 90% de chances qu'il soit mieux dans son box de refuge que dans l'endroit où il était avant. Exactement. Donc je suis presque content de le voir en refuge parce que je sais presque qu'il est mieux ici, parce qu'il est nourri, il a de l'eau, il a une partie de boxe chauffée, couverte, Bien sûr. il a des promenades, il a tout ça. Et très très souvent, les chiens sont beaucoup mieux dans le refuge que là où ils étaient avant. Donc c'est vrai que ça nous fait bizarre de le voir avec les barreaux, de le voir au milieu de plein de chiens, avec les aboiements, avec l'environnement aussi qu'il y a. Mais très souvent, en fait, je suis plutôt content de les voir là parce que finalement, ils sont mieux ici que là où ils étaient avant. La plupart du temps. Ça arrive que des fois, ça soit un peu différent, mais voilà. Oui, mais ça reste rare, puisque eux, si tu veux, ils sont sortis, ils mangent. Ça, c'est une meilleure vie que, par exemple, attaché dans un jardin toute la journée, on s'occupe pas de lui, tu C'est vois. ça. Là, Ouais, tout à fait. qui les sortent plusieurs fois par jour, qui ont des interactions avec ces chiens-là, et qui des fois ont des belles histoires aussi, parce qu'il y en a qui adoptent aussi ces chiens-là, hein. Mhm. Les chiens, enfin, les gens de fourrière. Donc, non, faut vraiment arrêter de stigmatiser un peu la fourrière, parce que c'est vraiment, que ce soit fourrière ou refuge, hein, de toute façon, on est dans ces cas-là. Ouais. Il faut arrêter parce que c'est prenant, alors que on est tous dans le même bateau, entre guillemets, que ce soit éducation positive, que ce soit éducation traditionnelle. Enfin, voilà, ça dépend en qui, mais on est tous à peu près dans le même bateau, dans le sens où on aime tous les chiens. Voilà, que ce soit la fourrière, que ce soit les refuges, que ce soit les éducateurs positifs, pas positifs, peu importe. On est tous dans le même bateau. Donc, il faut arrêter de se tirer dans les pattes, essayer plutôt de s'aider. Comme ton concept, ce que tu fais, c'est très bien. Alors que nous, on est à 20 km, on pourrait Ouais. dire qu'on est concurrent, mais on n'est pas concurrent pour moi. C'est au contraire, on échange et c'est très important. Donc, toutes ces choses-là, faut arrêter de stigmatiser ça, que ce soit fourrière, refuge ou les éducateurs entre eux, ça sert à rien. Bah, tout à fait. L'objectif, en fait, sur l'éducateur canin, pour moi, si on pouvait un peu définir ça, c'est que finalement, il doit rendre la vie quotidienne avec le chien et la famille agréable. En tout cas, pas désagréable. Ça, c'est une des premières missions de l'éducateur canin pour moi. Et ensuite, ça va être réduction de l'abandon ou facilité à l'adoption. Et en dernier lieu, limiter toutes les dégradations qui peuvent être liées aux chiens. Donc ça va être type morsure, type dégâts, type voilà, ramassage de crottes, etc. Tout ce que la société civile en fait nous demande pour que le chien soit accepté en ville et bien comporté dans la société. Mais l'abandon, soit éviter l'abandon ou alors faciliter l'adoption, ça reste un des mandats de l'éducateur canin et c'est hyper important aussi de le faire correctement. Et derrière, j'encourage moi tous les éducateurs canins ou même les passionnés ou tout ça à vous rapprocher d'un refuge, d'une association, de quelque chose parce que moi personnellement, je n'ai jamais autant progressé que depuis que je suis bénévole en refuge, hein. Qu'on Ça, soit c'est bien vrai. clair, j'ai C'est jamais vrai. autant progressé chien en main. Alors après c'est complexe, hein, mais chien en main, j'ai jamais autant progressé que depuis que je suis au refuge. Ça offre tellement de situations particulières, tellement de situations variées, tellement de situations différentes sur
tout. En fait, il y a vraiment tous les paramètres qui se mélangent et qui ont fait que chien en main, on gagne juste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis Euh, c'est sûr que ça tourne en fait. ouais, On n'aura jamais le même chien, que ce soit en refuge ou en fourrière. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que toi comme moi, on a une force, entre guillemets, c'est que maintenant, enfin moi c'est ce que je dis dans mes vidéos, maintenant moi je peux rentrer dans n'importe quelle box, que ce soit agressif, pas agressif, peur, pas peur. Pourquoi? Parce que je le fais tous les jours ça. Donc même si c'est un chien agressif que je dois mettre 10 minutes à le sortir, il sortira dans tous les cas. Si c'est un chien peureux qui va grogner, qui va me montrer les dents, dans tous les cas il faudra qu'il sorte. Donc ça c'est très intéressant pour nous parce que bah, c'est là où on va employer des méthodes et qu'on reste pas sur une seule méthode. C'est comme ça qu'on s'adapte au chien et qu'on dit que chaque chien est différent, oui. Parce que ce box-là, ça va bien se passer et l'autre box, pas du tout. Ou ce box-là, ça peut bien se passer et demain, ça se passera pas bien. Donc, faut vraiment s'adapter au chien. Donc, c'est très, très important. Nous, on s'adapte bien là-dessus. ouais, tout à fait. Il y a Jean-Pierre qui nous pose une question. Que pensez-vous du fait de laisser son chien seul toute la journée quand on travaille? Alors, pour moi, je vois pas le problème. Voilà. Il y a certaines associations et certaines SPA qui disent que, par exemple, ils vont pas donner un chien parce que la personne travaille 8 heures. Mm. Alors, moi, je dis que c'est complètement bête parce qu'on loupe une adoption. C'est pas parce que la personne travaille 8 heures que c'est forcément un mauvais maître. Ouais, D'accord? Que pour ces gens-là, il faudrait que les gens ne travaillent pas ou travaillent à domicile. Mais on va dire, il y a 90% des gens qui travaillent et qui ne travaillent pas à domicile. Donc ça limiterait vachement les adoptions. Donc non, moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, si derrière, le chien reste seul, mais qu'il a un jardin, que tout se passe bien, ou même à la maison, qu'il reste 10 heures à la maison, mais qu'au final, quand vous venez, vous rentrez du travail et que vous les sortez correctement et que vous vous occupez d'eux, je ne vois pas le problème. Je préfère un chien comme ça qu'un chien qui reste en box à pourrir. ouais, c'est clair. Après, toujours sur on va dire l'adéquation chien abandonné et potentiel adoptant, enfin famille qui adopte. C'est vraiment une question de sensibilité. En fait, forcément qu'il y a une petite, des questionnements auprès de la famille, une connaissance du chien qui a à acquérir, mais ça reste une question de sensibilité et ça malheureusement c'est assez difficile d'arriver à mettre des curseurs précis là-dessus parce que voilà, vous allez dans une association à une autre pour le potentiel même chien, et ben on va vous dire oui, l'autre non, les deux oui, les deux non. Il n'y a pas de vérité générale, ça reste une question de feeling et de toute façon c'est souvent les associations qui ont leur mot à dire et c'est un peu normal parce que c'est eux qui connaissent en général le mieux le chien. Mais voilà, moi je pense que Compliqué. ça demande une capacité d'adaptation du chien. C'est sûr que voilà, rester 8 heures la journée sans pouvoir sortir, etc. Enfin, ça dépend comment on laisse son chien seul d'ailleurs, mais voilà, rester 8 heures sans son maître, ça demande une adaptation qu'il faut travailler. Surtout pour des chiens, si on parle sur de l'adoption, des chiens qui n'ont pas forcément cette habitude-là depuis qu'ils sont petits. Hmm. Ça demande une adaptation, donc il y a un travail à faire derrière. Maintenant, ça peut être faisable en toute bonne foi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, puis surtout que quand tu regardes, que ce soit chien de fourrière ou chien de refuge, c'est pas des chiens qui sont sortis tout le temps. Tu vois, il y a bien des Ouais, moments où ils sont en boxe et que les chiens ne fassent rien. Donc, c'est pas gênant. Ils connaissent déjà un peu la solitude. Donc, derrière, il faut juste apprendre bah, qu'il faut un petit peu plus rester seul. Mais ça se travaille. À ce moment-là, il faut les sortir déjà beaucoup plus, les fatiguer déjà avant de partir au travail. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce qu'il faut se lever un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt. Ça les embête. Donc, en général, voilà, moi je suis assez intransigeant là-dessus où je leur dis bah si vous voulez du résultat, vous levez un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt, vous allez les sortir, vous jouez avec eux et derrière il n'y aura pas de destruction déjà. Voilà, il y a plein de problèmes qu'on peut régler juste avec des sorties, des choses comme ça. Donc le fait de rester seul, moi ça me dérange pas. Si c'est bien fait derrière, on s'en occupe bien, il n'y a aucun problème pour moi. c'est clair. Et comme Manu nous dit aussi, il faut qu'à côté les interactions soient de qualité, même dans la routine. Et Exactement. le chien se met au rythme de la maison, et c'est vrai, parce que faut pas oublier que la capacité d'adaptation du chien, elle est vraiment phénoménale. Et encore Bien sûr. plus nous qui travaillons avec des chiens où on sait d'où ils viennent, ou pas forcément d'ailleurs, mais on voit leur capacité d'adaptation. En plus, moi qui arrive à les suivre sur des gens qui ont besoin d'éducation derrière pour accompagner l'adoption, on voit leur capacité d'adaptation qui est vraiment, vraiment folle, hein. C'est Bien assez sûr. impressionnant de voir ça. Ils sont vraiment capables de s'adapter dans énormément de situations différentes. C'est un peu la magie de cet animal, quelque part, hein. C'est pour ça que c'est intéressant quand tu vois, je peux te donner un exemple, hein. Moi j'ai une dame qui a presque 80 ans. Ben, elle fait rien avec son chien. Elle sort jamais. Elle peut pas sortir parce qu'elle a des problèmes de santé. Il n'y a pas d'interaction avec le chien. Pourtant, le chien, il fait rien de la journée. C'est comme s'il était tout seul. Mais là, ça dérange pas les gens parce qu'il y a une présence. Mais la présence, ça suffit pas.
Il faut qu'il y ait une interaction avec le chien. C'est comme je dis aux gens, vous avez beau avoir 2000 mètres carrés de terrain, si le chien vous le laissez tout seul dans 2000 mètres carrés de terrain, il va s'embêter. Ouais, c'est Oui. clair. Donc, non, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de loi bien précise qui dit oui, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça pour bien gérer un chien. Non, c'est tout dépend de la sensibilité des maîtres, tout dépend de la sensibilité du chien. Et surtout, il faut que la personne qui bosse en refuge, en fourrière, en association, machin, reste neutre. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Parce que quand on s'occupe du chien au quotidien, on veut le meilleur pour lui. Donc, on va peut-être louper une adoption parce qu'on se dit, ah, je les sens pas, machin. Mais ça se trouve peut-être que ça correspondait. Voilà. C'est ça qui est compliqué aussi. Hein. Moi, je jette pas la pierre aux gens qui travaillent là-dedans parce que c'est très compliqué. Ouais, c'est clair. Je lis une question. Ah, est-ce que quand on perd son animal, s'il est pucé, est-ce que la fourrière nous contacte? C'est une Bien sûr. question. Si les coordonnées sont à jour, encore On une revient fois. sur ICAD. Mais oui, bien sûr. Leur but, de toute façon, c'est pas de garder l'animal. Hein. C'est de Ouais, justement le faire parce qu'il y a tellement les refuges, enfin les fourrières sont blindées que le but, c'est de faire partir au maximum l'animal, quoi. Donc bah, non, tout à non. fait. Ouais, ouais. Appelle sans problème. Il y a des gens, des fois, qui perdent les animaux, ils les retrouvent 2 ans après et ils les perdent à Paris, ils sont dans le sud. Voilà. Mhm. Parce que ça a été transféré à droite à gauche et que voilà, parce qu'on n'a pas eu les coordonnées d'ICAD. Et que, ou alors que la puce n'a pas été trouvée sur le moment, et puis clac, on trouve une puce, et puis là, ah ben, il y a des coordonnées, et puis on les appelle. Ouais. Donc oui, bien sûr qu'on vous appelle. D'où l'importance de mettre à jour son ICAD, ses coordonnées ICAD. On le répète une deuxième fois. Edwige, sur la resocialisation du ROT, c'est un large débat. Je vois de quel chien tu parles. On pourra en discuter si tu veux en privé. Je te propose une petite phrase, Michael. Une phrase que normalement tu as dû entendre, que beaucoup de gens dans le monde du chien ont dû entendre. J'aimerais un petit peu ta réflexion là-dessus. La phrase est la suivante. Je veux faire éducateur canin, car j'aime pas les humains, je préfère les chiens. D'accord. Bon, bah, à ce moment-là, Qu'est-ce que t'en penses? je te dis à ça. Pour moi, tu dois forcément aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier-là. Pourquoi? Parce que quelque part, on est un peu psychologue. Hein. Faut dire ce qui est. Pourquoi? Parce que tu peux arriver sur quelqu'un qui est un peu dépressif, ou alors qui s'est fait mordre par son chien, ou alors qui comprend pas son chien, qui est dans une détresse, forcément, hein, pas détresse acquise, hein, attention, hein, mais forcément une détresse assez intense, ou alors qui veut s'en séparer, parce que ça arrive des fois, on est énervé, on peut plus supporter le chien. Bah, c'est à nous, notre rôle, c'est de jouer sur la psychologie du maître et la psychologie du chien pour montrer que ça peut se recoller, ça c'est rien. Donc les gens qui me disent oui, j'aime pas les gens, j'aime bien les chiens, ou alors c'est jamais de la faute des chiens mais des maîtres, ça c'est une bêtise sans nom. Ouais. Donc non, forcément on est obligé d'aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, pour moi on peut pas faire ce métier. Après voilà, je sais pas ce qu'il veut quoi. Ah, Ou alors clair. qu'il veut en refuge ou en fourrière. Exactement. Alors déjà, effectivement, il y a des métiers où on est en interaction très majoritairement qu'avec les animaux. Et donc Bien effectivement, sûr. les animaliers, j'ai l'exemple des animaliers en refuge par exemple, alors ils sont quand même en équipe, hein, donc forcément ils doivent travailler de manière professionnelle entre eux, mais il y a une notion d'équipe, mais ils sont majoritairement quand même en contact avec les chiens. Donc il peut y avoir des métiers un peu plus adaptés. Pour moi, sur l'éducation canine, c'est presque plus important d'être bon avec les humains que d'être bon avec les chiens. J'entends par là que, à compétence égale, si jamais ça existait, c'est juste pour faire une petite expérience de pensée, je pense que c'est plus important, on aura plus de résultats en étant bon avec les humains qu'en étant bon avec les chiens. Même si ma démarche, le parcours que j'ai et le parcours que je recommanderais aux gens qui pourraient me poser des questions ou peut-être à mes futurs stagiaires, sait-on jamais, c'est de d'abord être bon sur le chien et ensuite travailler le côté pédagogie, côté humain, relationnel, communication, etc. Moi, c'est par là que je suis passé en fait. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Mais derrière, c'est fondamental d'être bon avec l'humain parce que si on ne communique pas avec l'humain, en fait, on peut communiquer comme on veut avec le chien, à moins de l'adopter, on n'aura pas énormément de résultats à raison de tant de fréquences de semaines, de séances ou je ne sais comment. Tout le monde travaille de manière différente, mais voilà, s'il faut vraiment le plus important, presque à compétence égale, serait d'être bon avec les humains. On obtiendrait beaucoup plus de résultats. Même s'il faut quand même être bon avec le chien, effectivement, pour pouvoir montrer qu'on sait de quoi on parle, etc. quoi. Surtout être rassurant. Il faut être vachement rassurant et croire en ce qu'on dit. Moi, je trouve ça très important. C'est ce que je dis aux gens. Quand on demande un ordre ou machin,
Si on ne croit pas en ce qu'on dit, forcément, elle ne le fera pas, le chien. Mhm. C'est pareil quand on parle aux gens. Si moi, je dis quelque chose à une personne, mais que je ne me montre pas un peu persuasif, ou alors que bah, la personne ne me sent pas forcément sûr de moi, bah, je vais transmettre un mauvais message. Si maintenant je suis sûr de moi quand je dis quelque chose, forcément et rassurant, ça marchera. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Je pense que vraiment, il y a aussi un côté motivation de notre part, volonté de guider les gens pour qu'ils aient l'attitude qu'on pense être la plus adaptée à leur chien et Bien de la sûr. manière qu'ils vont arriver à communiquer correctement avec leur chien. Super. D'ailleurs, oui, à ce propos, on va parler un petit peu masque avec ces histoires de confinement, Covid-19, etc. Mhm. On a dû récemment, là, donc depuis la réouverture, en gros, moi qui continue de faire du domicile, porter des masques, ou même au refuge, ou ce genre d'endroit. Mhm. Euh, Est-ce que je te laisse démarrer sur ton avis à propos de ce port Ouais. du masque? Quelles sont les influences que ça provoque chez le chien, chez les autres humains, dans ton, comment dire, dans ta profession en général, dans ton attitude, ton rapport aux gens, etc. Mhm. Qu'est-ce que ça donne? Alors, moi, je te parle déjà par rapport aux chiens. Aux chiens, il y a eu un changement quand même. J'ai vu la différence. C'est là qu'on se rend compte que le faciès est très important. Quand on dit quelque chose au chien, qu'on le regarde, c'est très très important le faciès parce que là, j'ai pu remarquer que les chiens changeaient de comportement parce qu'ils n'arrivaient pas à lire entre guillemets mon visage. D'accord. Donc c'est pour ça que les postures, le faciès, les choses comme ça, c'est très très important dans la communication canine. Donc là, avec le masque, j'ai vu vraiment une différence où il fallait. Bon, moi, j'ai l'habitude de récompenser à la voix, de marquer vraiment des choses à la voix, donc ça ne me dérangeait pas. Le chien n'était pas forcément trop déstabilisé par ça. Mais des chiens que j'avais en premier rendez-vous, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué parce que là, c'est des chiens qui m'ont regardé mais qui ne comprenaient pas. Et en plus, le problème, c'est que les gens ne mettaient pas leur masque. Donc il faut leur rappeler à chaque fois, mettez les masques, mettez les masques. Et Ouais. le fait qu'ils ne mettent pas les masques avec leur chien, bah forcément, des fois, ça créait des troubles chez le chien parce qu'il se disait, putain, lui, il a un masque, je comprends pas. Mais maintenant, pas de masque, mais moi, j'ai un masque. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était très compliqué. Maintenant, au niveau des gens, moi, c'est pour ça que je le dis, j'interviens pas encore chez les gens, ou quand j'interviens, c'est dans le jardin, c'est pas dans la maison, parce que je préfère recommencer à intervenir chez les gens en septembre. Ça, c'est mon avis personnel, parce que je me dis que si on laisse passer l'été, on verra si il y a de nouveau des foyers infectieux. Après, c'est chacun passe comme il veut. Mais même quand j'allais chez les gens, que ce soit dans le jardin, machin, il fallait rappeler quand même qu'il fallait porter des masques, qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. Donc c'est compliqué. Si déjà eux ne respectent pas ça, c'est très compliqué derrière de travailler les chiens. Très Ouais. compliqué. Ok. Voilà. Moi, ma vision sur le masque, donc c'est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'effectivement au niveau contact avec les chiens, j'ai ressenti une petite différence, mais une différence moins grande que ce que je m'étais imaginé. Mhm. D'accord. Donc forcément, je pensais avant la reprise, je réfléchissais un peu, je me dis tiens, ça va être marrant, comment ça va réagir, est-ce qu'ils vont percuter ou pas, etc. Ah, Et il y a une petite perte de communication effectivement, mais un peu moins grande. Je prends un autre exemple typiquement, je pense que c'est pire d'être obligé de porter des lunettes de soleil que d'avoir un masque. De supprimer le regard, à mon avis, c'est plus troublant pour le ah chien oui, que de supprimer la bouche et jusqu'au nez, etc. Quoi, le sûr. bas du visage. Donc derrière, j'étais assez surpris de. Des lunettes. Pardon. Est-ce que tu en mets de temps en temps des lunettes ou pas? Alors, si je sais qu'il faut travailler un chien particulièrement, oui, parce que c'est un chien qui a déjà peur des chapeaux, des gens avec Mhm. des accoutrements bizarres, etc. Après, moi, pour travailler les chiens, jamais. D'accord. Si c'est que moi qui travaille un chien en solo ou quoi que ce soit, voilà. Après, ça m'arrive sur du test refuge de mettre 10 secondes, 30 secondes, une minute pour voir un peu comment le chien réagit à ça. Parce que j'essaie de me faire des fois une petite batterie de test avec tout un tas de choses qu'ils auraient pu croiser ou avoir des interactions avec. Mhm. Mais si je veux voilà, être entre guillemets optimisé pour l'éducation, non, j'en porte pas. D'accord. Ok. Si j'en mets, c'est que je veux le travailler particulièrement. C'est que je veux l'habituer aux lunettes ou je veux voir ce que ça donne avec les lunettes, je cherche quelque chose. Quoi. Et donc je pense voilà, que le regard est bien plus important que les lèvres, le nez, le bas du visage. Ça, je m'en suis rendu compte. Et finalement, moi qui ai repris et continué les cours à domicile en particulier, alors on essaie effectivement de se mettre dans le jardin ou dans des endroits aérés le plus possible, j'ai remarqué qu'en fait, c'est les gens qui avaient plus de mal à me comprendre moi que le chien. C'est-à-dire Ah que ouais. j'ai l'impression que la perte de communication que j'avais avec le chien était d'un certain niveau, mais la perte Mhm. de communication que j'ai eue avec l'humain
elle était beaucoup plus grande que celle que j'ai eue avec le chien. C'est-à-dire qu'il me faut plus souvent répéter les phrases que je dis, ou les expliquer d'une autre manière, ou etc. etc. Et en fait, c'est vraiment cette différence. En fait, ça fait presque plus mal à l'humain qu'au chien d'avoir des masques. Parce que le Ouais, message que je transmets aux humains, non. ouais. Et finalement, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on doit beaucoup lire sur les lèvres. Oula, pardon. On doit beaucoup lire sur les lèvres. Mhm. Et intuitivement, il y a beaucoup de messages qui ont plus de mal à passer avec l'humain qu'avec le chien. Ah, mais c'est ça qui est marrant, hein. Donc finalement, ouais, je trouve que l'humain a plus perdu dans cette histoire que le chien. C'est assez Ah drôle. ouais, ah, c'est marrant. Alors on a une question sur le lâcher de jouet. Comment est-ce que tu Dis-moi. montes, toi, tiens, la cessation du jeu? Alors, la cessation du jeu, pour moi, ce qui est très important, que ce soit avec la balle, que ce soit avec le boudin, le mordant, que Alors, ce soit avec... on balance même le nom Maasai, si ça te Ah, rappelle un chien qui, ah, je qui connais bien lâche Maasai. pas. Voilà. Alors, Maasai, c'est l'un des plus casse-bonbons que j'ai eu. C'est un chien, dès qu'il avait une balle, il décrochait pas. Et je pouvais attendre 1 heure sans qu'il décroche. Donc, petite dédicace pour Maasai. D'accord. Euh, Moi, ma façon de fonctionner pour travailler ça, c'est je vais jamais lui retirer le jouet de la gueule. Voilà. J'aime bien aller chercher les jouets dans la gueule. Pourquoi? Parce que c'est une relation de confiance que j'ai avec les chiens. Et en plus, ça permet de travailler une fois que le chien, si tu veux, a pris quelque chose dans la rue, ben, elle a l'habitude qu'on mette les mains dedans. Ouais. Tu vois? Alors que si tu n'as pas l'habitude de faire ça dans le jeu, c'est très compliqué quand un chien a pris un peu de nourriture ou des choses qu'il a envie d'avaler tout de suite, de lui retirer de la gueule. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que j'utilise déjà ça dans le jeu. Maintenant, ma façon de fonctionner, c'est de prendre et d'attendre. Et je peux attendre longtemps, moi, c'est pas un problème. D'accord. Par contre, le chien décroche, c'est là où je lui dis tout de suite le petit marqueur à la voix et derrière, je rejette. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais je préfère mettre un petit peu de temps et que ce soit acquis plutôt qu'avoir quelqu'un qui, comme certains clients, qui décroche comme ça, qui limite arrache les dents des chiens, là, Ouais, enfin des ouais. chiots, bon, et ça fait sauter des dents même, ou alors le chien, bah, au fur et à mesure, il va vraiment mordre et ne plus lâcher, ou là, ça devient compliqué. Donc moi, c'est ma méthode. Encore une fois, je fais réfléchir le chien. Je mets plus d'interaction. Je ne tire pas en même temps parce que si on tire, c'est la base du mordant. Pour faire mordre un chien, c'est je tire, je joue pour que le chien tire aussi. Ouais. Donc je n'ai plus d'interaction, j'attends. J'attends. Le chien a donné, ok super, c'est très bien, paf, je redonne. Le but c'est de lui faire comprendre que c'est pas une punition. Parce que souvent, il y a des gens qui vont jeter une fois, 2 fois, après c'est fini. Voilà. Moi ce que je vais faire avec le chien, c'est que je peux jeter une fois, comme je peux jeter 10 fois, comme 5 fois, comme une fois, comme 2 fois, peu importe. En fait, je vais jamais lui donner le même nombre de fois. C'est encore très important pour ceux qui écoutent. Parce que j'ai un client pareil qui fait ça. Il jette 3 fois et après il arrête. Bah, le chien, il est pas bête, hein. Une fois, il donne. 2 fois, il donne. Troisième fois, il donne pas. Mm, Tu vois? Donc voilà, moi, je varie vraiment les temps d'attente, les temps de donner plusieurs fois ou pas. Et ça marche. Et surtout, particulièrement pour les staffs. Tu vois, ça, j'aime bien faire tout ce qui est pitbull staff. J'aime bien faire du mordant avec eux et leur demander de donner. ouais. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui, une fois qu'ils mordent, bloquent la mâchoire. C'est pas de la méchanceté, mais c'est Mm. instantané chez eux. Ah, il Donc, verrouille, ouais. apprendre à décrocher, c'est très important. Voilà. Ça marche. Moi, je le monte à peu près pareil, j'imagine. En fait, je fais bien la différence entre quand on est dans le jeu, sur du tug, hein. Quand on est dans le jeu, on met beaucoup d'excitation, on encourage, on félicite, on se déplace, on met de l'intensité, etc. Et dès qu'on veut le lâcher, ben, on s'immobilise. On s'immobilise, on s'appuie bien sur. Alors, parfois, il faut s'appuyer un peu sur les cuisses ou pour se stabiliser un peu sur des chiens qui ont un peu de jus. Et puis, on attend que le chien lâche, tout simplement. Puis on Et surtout, redémarre dans le jeu, effectivement, c'est hyper important que le chien redémarre dans le jeu tout de suite après avoir lâché. ouais. Et il faut qu'il comprenne ça, c'est très très important. Ouais. Et pour la personne qui a posé la question, travailler les variations d'émotions. Si on peut faire monter en intensité un chien dans le jeu, Mm. pour lui demander d'un seul coup de se calmer et de donner. Ouais. Ça, c'est très important parce que c'est là qu'on aura un contrôle total sur son chien. Si on le laisse monter en pression et que derrière on a du mal à redonner le jouet, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, l'intensité, je vais la monter de plus en plus en fonction de comment le chien donne la balle ou le boudin de mordant. Ouais. Bah, c'est ce qui est Voilà. intéressant avec le jeu, c'est qu'on peut placer notre curseur de l'excitation un petit peu comme on veut. Et selon l'énergie que nous on va mettre dans le jeu et l'énergie qu'on va mettre avec le jouet dans l'interaction, bah, on va pouvoir passer de un petit peu de jeu mais relativement calme
à intensité moyenne, ça commence à venir, ça s'excite, etc., à vraiment la folie si on en met, si on y va à fond, pour pouvoir Exactement, faire en sorte que le chien arrive toujours à capter notre interaction, à nous regarder, à nous obéir, peut-être pourquoi pas caler de l'obéissance à l'intérieur, après faut voir, bien sûr. sous différents rythmes d'excitation, ouais, c'est intéressant. Ok, est-ce que tu as, un petit sujet que tu veux aborder, quelque chose, ou on finit par une petite question? Là, on commence à, ça fait à peu Non, près une heure et après, demie que... comme ça, je pense avoir tout dit Ouais, sur le. Bon, après l'agressivité, on en a parlé, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'agressivité. Là, on en a parlé un petit peu, on a parlé des congénères, on a parlé un peu des gens, tout ça. Après, il y a tellement de choses. Il c'est peut y clair. avoir de la par frustration, enfin voilà, il y a tellement de choses à faire. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous poserez les questions après le live. Au pire, si vraiment vous avez des questions bien précises, personnalisées à nous poser. Ouais. Voilà, mais non, non, pas particulièrement. Après, voilà, j'ai rien de spécial à dire de plus. S'il y a des gens qui ont des questions, j'y réponds. Sinon, comme ça, non, ça me vient pas. Ça marche. Euh, et j'ai Edwige d'ailleurs qui est une cliente chez moi qui confirme la stabilisation des cuisses, hein. Parfois on se fait embarquer assez Tiens, ici, facilement. tiens. C'est clair. Ok, dernier sujet. C'est un conseil pour les jeunes générations qui vont débarquer dans le monde du chien. Un conseil. T'as Alors, moi, quelqu'un, imagine-toi, voilà, t'as quelqu'un qui te dit je suis super motivé, j'ai envie de travailler dans le monde canin. On va peut-être prendre l'exemple d'un éducateur canin pour simplifier, peut-être parce que c'est ce que tu connais un petit peu mieux aussi. ouais. Je veux devenir éducateur canin, il est jeune, 18, 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, moi, déjà, je lui dirais de pas compter ses heures. Déjà, pour commencer. D'accord. Qui travaille en refuge. Que ce soit en refuge ou en SPA, qui se fasse la main un peu sur les chiens, qui voie un petit peu le monde du chien aussi. Mm. C'est très important de voir le monde du chien dans sa globalité. Il n'y a pas que le fait de sortir un chien, d'éduquer un chien. Il y a la santé du chien, il y a l'hygiène aussi, il y a le fait de nettoyer les box. Il faut passer dans des moments pas agréables pour avoir des choses qui l'intéressent derrière. Mm. Il faut vraiment s'atteler à plusieurs choses dans le métier du chien. Ça, c'est très important. Maintenant, passer ça, il faut que. Moi, ma meilleure expérience, si tu veux, ça a été la fourrière. Ça, c'est vraiment ma meilleure expérience. On peut se former où on veut, on peut aller voir les meilleurs du monde. Moi, je te dis honnêtement, je ne me suis pas formé. Moi, je suis un peu autodidacte dans mon éducation. Moi, j'ai créé ma façon de travailler en fonction des métiers que j'ai fait avant, tout simplement. Ouais, Et du vécu. impeccable. Ouais, je te disais, il y a eu des moments où ça a été très compliqué parce que j'ai eu des morsures assez graves où je me suis fait opérer 3 fois déjà quand même, Ah oui, d'accord. avec des chiens assez chauds, des chiens très très chauds même. Donc les erreurs que tu fais, tu les reproduis pas forcément. Mm. Donc voilà, c'est vraiment essayer de se former où il veut, il n'y a pas de souci. Mais la plus grosse expérience, ça va être lui qui va le faire sur le terrain. Vraiment. D'accord. Donc, moi, je vous conseille de vraiment aller taper un peu partout, que ce soit les refuges, les SPA, aller voir certains éducateurs, aller voir des promeneurs de chiens aussi, c'est très important, parce qu'on sous-estime un peu les promeneurs de chiens, mais c'est des gens qui connaissent quand même le chien, hein. Le fait de lire un chien, le fait de dire, lui, je peux le détacher, lui, non, faut pas, parce qu'on ne sait jamais, il est un peu agressif, lui, il est un petit peu chaud, alors que lui, il est peureux, il faut faire attention. Enfin voilà, il faut vraiment aller partout, mais la plus grosse expérience, il l'aura lui-même. Voilà, D'accord. Ok, pour donc moi, je pense. tenir du chien au bout de la laisse, comprendre un peu comment ça se passe, même en termes de refuge, même en termes de tout ça, des infrastructures, des parties prenantes, de tout ce qui se passe autour. Parce que c'est vrai que finalement, ce qui est hyper plaisant aussi dans le métier, c'est que c'est vaste et infini. Je veux dire, notre corps de métier à nous deux, c'est plutôt l'éducation, la rééducation. Mais derrière, c'est infini, comme le promeneur de chien, comme le toiletteur, comme le veto, comme Bien sûr, tout ce qui est massage, ostéo, rééducation physique, quoi. exactement. Et c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est de pouvoir avoir un peu tous ces métiers-là. Très bien, bah écoute, je suis très content. Qui sait, comme on est à côté, peut-être un jour une vidéo. Alors je sais pas, je balance l'idée comme Sans ça, mais problème. ça me ferait plaisir. Sans problème. Donc on pourrait se faire ça un de ces On va quatre. faire ça pour s'en faire une, ouais. Sans problème. Voilà. Et puis écoutez, si vous avez des petites questions dans le chat, on peut rester encore 5 minutes. Des petites réflexions sur ce qui s'est dit. Et puis après, on va tranquillement se Et même laisser. si ils sont pas d'accord, hein, c'est très intéressant aussi de débattre avec des gens qui sont pas d'accord, hein. Moi, Et, j'aime ça, hein. et surtout ceux qui sont pas d'accord même. Parce que un des points forts, enfin un des points forts, un des points que j'ai envie de mettre en avant en fait avec cette émission aussi, c'est justement d'avoir des points de vue contradictoires
Et exactement. d'ailleurs, de la même manière que toi tu l'as dit, où tu n'étais pas d'accord avec l'invitée précédente, Claudine Baudon-Fortier, qui est passée la semaine dernière, Mhm. j'étais pas d'accord avec elle aussi sur le moment. Toi, tu l'as répété ici. J'espère que la semaine prochaine, j'inviterai quelqu'un avec qui tu ne seras pas d'accord. C'est mon Ouais, objectif. intéressant. Ouais. Donc voilà, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de discuter et puis d'échanger un petit peu des notions, des idées, des approches. Les méthodes aussi, ça peut être intéressant. Moi, j'aime ça aussi, hein, comparer les méthodes, parce que ça peut montrer une vision plus large aussi. Parce que c'est vrai que quand tu sors une vidéo, que tu la montres, bah, tu montres que la vidéo, finalement, tu montres pas la globalité du travail et tout ce qui a été fait avant. Ouais, c'est Donc, clair. moi, c'est intéressant. Moi, je lance l'idée comme ça, hein, avec un éducateur. On choisit n'importe quel chien, chacun, et puis chacun fait son travail dessus, et puis on montre la finalité avec différentes méthodes. Ça peut être intéressant aussi. Mm, mm. Ben ouais, pourquoi pas plus sur un événement, je pense, j'imagine. Après, Ouais. voilà, que ça reste bienveillant. J'essaye de l'être ici. J'essaye que tout le monde dans le chat, dans les invités, le soit aussi. Je reviens sur tes vidéos, justement. Tu m'y as fait penser. Les vidéos, super bon contenu pour regarder de l'interaction entre un éducateur, un chien qui est souvent un petit peu chaud d'ailleurs, ou qui est souvent gros, et qui est souvent un Saint-Bernard. T'as des belles petites séries sur les Saint-Bernard. Donc voilà, si pareil vous êtes passionné, ben, un conseil ça peut être ça aussi, de regarder du contenu en général sur l'éducation canine, du Ouais. contenu assez brut de préférence. Qu'est-ce que j'appelle du contenu brut? C'est-à-dire quelque chose qui est peu coupé, ou alors avec pas trop de montage, ou alors voilà, en tout cas quelque chose où vous voyez une assez longue période de travail non coupée, pour un peu voir, voilà, calibrer les interactions du chien, voir comment la personne qui tient la laisse réagit, interagit avec et tout ça. Et en fait, Et c'est compliqué, hein. Moi, je te dis franchement, au début, je faisais, les gens, s'ils vont voir sur le YouTube, ils verront, il y a beaucoup de vidéos non montées. Je commence à faire des vidéos montées parce que les gens, si tu veux, ne regardent pas les parties. Je mets souvent des vidéos en 1, 2, ouais. 3 parties. Ils regardent souvent la première ou la deuxième, ils ne voient pas le résultat et ils disent, il est complètement bête, celui-là, il fait n'importe quoi, machin. Donc, je suis tombé sur tellement de gens comme ça, rien que le Saint-Bernard, là, j'ai dû couper les commentaires parce que c'était n'importe quoi. Et ben, je commence à faire du montage. Mais c'est vrai que moi, ma partie première, c'est de ne pas mettre de vidéo montée pour que les gens voient vraiment le travail. Ouais. Après, Sans couper. quand je dis vidéo montée, c'est surtout en fait voir une assez longue période de travail de chien d'affilée. Après, derrière, effectivement, on peut faire un avant-après dans une même vidéo où c'est un peu monté, c'est pas un souci. Mais en tout cas, voir le travail sur 5 minutes, peut-être 5 vraies minutes ou quelque chose comme ça. Et essayer de Exactement. repérer un peu toutes les postures, toutes les interactions, tout ce qui se passe, qui peut vous plaire ou vous déplaire d'ailleurs. Et c'est là où on en revient. Et je sais que tu postes pas mal de vidéos, tu les partages, et tu es très ouvert à la critique. Ouais. Et c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup parce que souvent, ça arrive que quand tu postes la vidéo, tu dis ah bah tiens merde, à tel timing, je me suis planté. En regardant la Ouais. vidéo, je vois que j'ai actionné la laisse comme ci alors que je voulais pas, j'ai été dans cette direction alors que je voulais pas, j'ai fait cette caresse là alors que je voulais pas. Enfin voilà, il y a un retour aussi sur ça. C'est très important aussi de s'autocritiquer. Très important. Moi, je Ouais. suis pas le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur. Il y a beaucoup mieux que moi. Mais moi, je trouve ça très important, comme sur comment dire, le groupe docteur, si tu veux, de partager ses expériences, de partager son contenu, donc ses vidéos, les choses comme ça. J'en mets beaucoup parce que c'est pas pour me valoriser, c'est juste pas pour montrer certaines choses et puis pour voir si les gens ont un regard extérieur. Hein, ça, c'est très important. Mm, mm. Et puis voilà, je trouve que au moins c'est un moment de partage, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair, c'est clair. Alors il y a Edwige qui nous lâche la bombe Simdog dans le chat, qui font aussi des super Ouais, vidéos. Alors, ouais. ouais, tout à fait. Là, c'est plus pour le côté montage. On a un petit peu d'effervescence, de plans au drone, etc. Donc, bon, pourquoi pas. Je ne veux pas m'exprimer pour le moment là-dessus. Enfin, moi, si je devrais dire un truc sur Simdog, moi je crache pas, je les connais pas. C'est juste que il montre beaucoup plus la beauté, on va dire, de la vidéo Mm. que le travail en lui-même réellement. Parce que si on regarde le travail en lui-même, il y a beaucoup de ralentis pour montrer que le chien était agressif, machin et tout. On voit le après, on voit pas le pendant. Après, c'est normal, peut-être qu'ils le mettent pas, hein. Mm, mm. Mais voilà, on n'est pas sur le côté travail réellement. Ouais, Voilà. c'est ça. Après, C'est ça. moi, franchement, hein, ça se trouve, ils sont très très bons. Je les connais pas par contre, donc je me permets pas de juger. Ouais, Je parle juste de ce que j'ai vu comme vidéo, quoi. Voilà. même chose de mon côté. Alors, c'est vrai que récemment, là, j'en ai vu un petit peu moins. Depuis peut-être 6 mois, ouais, un peu plus de 6 mois, j'en regarde moins. J'en avais vu un moment.
Niveau cinéma, c'est très cinématographique. C'est clair que là, niveau montage, c'est joli, les images sont belles, les plans sont jolis, les chiens mis dedans sont jolis aussi, on peut apprécier un peu leur esthétique, donc ça c'est chouette. Après, c'est vrai que niveau travail, moi j'en ai pas, comment dire, j'ai pas noté grand chose qui m'a, que j'ai retenu, que je me suis dit tiens, je vais essayer de pratiquer, je vais voir ce que ça donne, je vais un peu creuser. J'ai pas retenu beaucoup de choses là-dessus, mais sur le côté esthétique, ça reste des jolies vidéos. Si d'ailleurs un jour ils veulent venir dans Radio Cabot, ils sont les bienvenus, hein, bien sûr. Super, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Où est-ce qu'on peut retrouver Michael, pardon? C'est-à-dire un petit site internet, la chaîne YouTube, quelque chose pour voir tes vidéos par exemple? Ouais, c'est gentil. Donc c'est samitydog.com. Donc là, vous trouvez le site internet. Après, il y a la chaîne YouTube Samitydog aussi. Et puis mon Facebook Samitydog Éducation Canine. Voilà. Ok, ça marche. Super. Moi de mon côté, c'est le mot de la fin. Donc Hugo Dogs Éducation Canine Matériel Canin, vous pouvez retrouver sur hugodogs.fr ou hugodogs-shop.fr. La boutique en ligne est sortie, ça y est, c'est tout bon. Donc pour les laisses, les longes et tout le matériel, vous pouvez y aller, c'est en place. Voilà. Et puis pour les professionnels aussi, évidemment, il y a le tarif distributeur, il y a tout ça, on peut s'arranger. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ce live sera en replay sur YouTube dès demain. Je suis très content d'avoir eu cette discussion avec toi, Michael. Puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis je vous laisse sur le morceau de harpe, voilà, tiré de mon album. Bonne soirée tout le monde et puis à la semaine prochaine pour une autre émission de Radio Cabot. Ciao tout le monde. Salut Hugo.